Je suis resté dans cette voiture pendant 4 heures. 4 heures à regarder les portes de cette église sans bouger, sans faire de bruit, sans appeler personne. Le moteur était éteint depuis longtemps. La chaleur de septembre avait envahi l'habitacle progressivement, cette chaleur particulière des après-midi de fin d'été sur les bords de la Loire, moite et lourde, qui colle les vêtements à la peau. J'avais ma veste sur les genoux. Ma cravate, que j'avais nouée 3 fois ce matin-là parce que mes mains ne voulaient pas obéir, était posée sur le siège passager. Je ne l'ai pas remise. Ce n'est pas la chaleur qui m'avait fait l'enlever. C'est une Peugeot 508 de 2017, cette voiture. Je l'avais achetée d'occasion chez un concessionnaire de la route de Paris, à Nantes, une année après le décès de Martine. Je me souviens du vendeur, un garçon d'une trentaine d'années, avec des chaussures trop propres pour quelqu'un qui travaille debout toute la journée. Il m'avait demandé si je voulais la version avec les sièges en cuir. Je lui avais répondu que le tissu suffisait. Les sièges en cuir, c'est bon pour l'été quand on est jeune et qu'on croit que les choses ont de l'importance. Quand on a 59 ans et qu'on vient d'enterrer sa femme, on s'en moque un peu. Cette voiture sentait le propre ce matin-là. J'avais passé la soirée précédente à la nettoyer. Pas parce qu'elle en avait besoin, parce que mes mains avaient besoin de quelque chose à faire pendant que ma tête refusait de dormir. Je m'appelle Jacques Moreau. J'ai 59 ans. Je suis mécanicien ferroviaire à la retraite, après 38 ans passés dans les ateliers de la SNCF, à Nantes principalement, quelques années à Rennes au début de ma carrière quand on était jeune et qu'on allait là où le travail appelait. Je n'ai pas de titre particulier, je n'ai pas de fortune. Je n'ai pas de nom qui fait tourner les têtes dans un salon parisien. J'ai des mains qui savent ce qu'elles font. Un appartement de 4 pièces quartier Saint-Félix que j'ai fini de payer il y a 6 ans, et 2 fils que j'ai élevés seuls après la maladie de Martine. Voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai toujours été. Ce matin-là, j'étais habillé comme on s'habille quand son fils se marie. Costume gris anthracite, acheté au mois de juin au centre commercial de la Beaujoire, parce que mon vieux costume marron que je mettais pour les enterrements et les baptêmes était trop usé au coude pour une occasion comme celle-là. J'avais demandé à la vendeuse ce qu'on portait pour un mariage quand on est ce père du marié. Elle avait répondu avec beaucoup de sérieux qu'il fallait que je sois élégant sans éclipser. J'avais hoché la tête comme si j'avais bien compris ce que ça voulait dire. Le gris anthracite, c'était son idée. Je m'étais levé à 5h30 ce matin-là. Pas parce que je devais être quelque part à une heure précise. Parce que je ne dormais plus depuis 3 heures. À 5h30, j'ai décidé que rester allongé dans le noir à fixer le plafond était une perte de temps. J'ai fait du café. J'en ai bu 2 tasses debout dans la cuisine, le dos appuyé contre l'évier, à regarder par la fenêtre les lumières des immeubles d'en face qui s'allumaient une par une pendant que Nantes se réveillait doucement. Il y avait un couple au 3e étage de l'immeuble d'en face. Je les voyais passer dans leur cuisine, lui le premier avec sa tasse, elle ensuite avec ses cheveux encore défaits. Je me suis demandé s'ils savaient que quelqu'un les regardait depuis la fenêtre d'en face. Probablement pas. On ne pense jamais qu'on ait regardé dans ces moments-là. Ce matin-là était le 22 septembre. Le mariage de mon fils Théodore avec Camille Bernardin, fille de Gilles Bernardin, directeur général d'un groupe d'assurance basé dans le 8e arrondissement de Paris. La cérémonie religieuse était prévue à 11 heures en l'église Saint-Nicolas de Nantes, suivie d'un déjeuner et d'une réception dans un domaine à Vertou, à une quinzaine de kilomètres de la ville, sur les bords du Sèvre nantaise. J'avais reçu le faire-part en avril. Un carton épais, couleur ivoire, avec une calligraphie dorée. Le genre de faire-part qu'on garde. Je l'avais posé sur le buffet du salon à côté de la photo de Martine. Théodore a 31 ans. Il travaille depuis 5 ans dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris, après une école de commerce dans laquelle il est entré au 2e essai, l'année de la maladie de sa mère. Je me souviens qu'il m'avait appelé un soir pour me dire qu'il avait réussi le concours. Sa voix avait ce tremblement particulier des gens qui ont longtemps voulu quelque chose et n'arrivent pas encore à croire qu'ils l'ont. Je m'étais assis dans le fauteuil du salon et je l'avais écouté pendant 40 minutes me raconter ce que ça signifiait pour sa carrière. J'ai dit très peu de choses ce soir-là. Je n'avais pas les mots qu'il fallait.
mais j'étais fier d'une façon que je n'aurais pas su exprimer, même si on me l'avait demandé. Théodore a changé beaucoup depuis Paris. Pas d'un coup, comme les gens chantent dans les films. Doucement, progressivement, comme l'eau creuse la pierre. Au début, c'était des petites choses, une façon différente de prononcer certains mots, des références à des restaurants dont je n'avais jamais entendu le nom, des histoires de soirées avec des gens qui avaient des prénoms composés et des adresses dans des quartiers que je situais à peine sur une carte. Je ne lui en tenais pas rigueur. Paris fait ça aux gens qui viennent de province et qui veulent réussir. Ça faisait partie du voyage. Je le savais depuis le début. Mais quelque chose de plus profond avait changé avec Camille et avec la famille Bernardin. Je vous demande une seconde ici. Vraiment, ce que je viens de vous dire, je ne l'avais jamais raconté à personne dans cet ordre-là, avec ce niveau de détail. Je ne l'avais pas raconté à mon frère Bernard qui vit à Rennes et avec qui je parle le dimanche soir. Je ne l'avais pas raconté à mes anciens collègues des ateliers. Je le racontais dans ma tête, la nuit. Mais les mots que l'esprit utilise dans le silence ne ressemblent pas aux mots qu'on dit à voix haute. Ils sont plus durs, plus précis. Dites-moi d'où vous écoutez ce soir. Votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires parce que je les lis tous. Et quelle heure est-il là où vous êtes? Il y a toujours quelqu'un qui trouve ce genre d'histoire à 1h du matin parce que quelque chose l'empêche de dormir. Si c'est vous ce soir, je suis content que vous soyez là. Mettez un pouce bleu si ce que je raconte vous touche quelque part. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Je continue maintenant. Camille est quelqu'un de bien. Je veux que ce soit clair dès le départ parce que cette histoire n'est pas l'histoire d'une méchante femme qui a manipulé mon fils. Camille est quelqu'un de bien qui a grandi dans un monde tellement différent du nôtre qu'elle ne voyait probablement pas la distance entre les deux. Elle avait des manières agréables, un sourire facile, une façon de parler aux gens qui mettait à l'aise même ceux qu'elle rencontrait pour la première fois. Les 2 fois où nous nous étions vus avant le mariage, elle avait été chaleureuse avec moi. Pas d'une façon exagérée qui sonne faux, d'une façon simple et attentionnée. Elle m'avait demandé ce que je pensais de sa robe lors du premier dîner. Elle s'était souvenue que j'aimais le café sans sucre quand nous nous étions revus 6 mois plus tard. Ce n'était pas elle le problème. Le problème, si on peut appeler ça comme ça, c'était quelque chose de bien plus difficile à nommer. C'était la distance entre 2 façons de vivre, 2 façons de mesurer ce qu'une personne vaut, 2 façons de définir ce qui est une réussite et ce qui est une honte. Et dans cette distance, quelque part, il y avait mon fils qui avait décidé de quel côté il voulait paraître. La semaine qui précédait le mariage, Théodore m'avait appelé 3 fois. La première fois pour me demander si j'avais bien confirmé ma présence au traiteur. La deuxième fois pour me dire que le dîner de répétition du vendredi soir était réservé à la famille proche et aux témoins, et qu'il serait peut-être plus simple que je n'y assiste pas parce que les places étaient comptées. La troisième fois, le jeudi soir, il m'avait demandé d'une voix légèrement trop détendue ce que je comptais porter pour le mariage. Quand je lui avais décrit mon costume gris anthracite, il avait dit que c'était bien, que c'était parfait. Et puis il avait ajouté après un silence trop court que si jamais je me sentais un peu fatigué pendant la journée, ce serait tout à fait normal de prendre quelques pauses dans la voiture. L'air climatisé de la voiture était souvent plus agréable que la chaleur d'une réception en salle. Je n'avais rien dit à ce moment-là. J'avais juste répondu que c'était une bonne idée, que j'y penserais. Et j'avais raccroché le téléphone posé sur la table basse, regardé la photo de Martine sur le buffet et dit à voix haute, seul dans mon salon à 10h du soir, une phrase courte que je ne répéterai pas ici parce qu'elle n'avait pas été choisie avec soin. Le matin du mariage, j'étais garé sur le parking de l'église à 9h moins le quart. Trop tôt. Je le savais. Mais rester dans l'appartement avec le costume sur le dos à regarder l'heure était pire. Dans la voiture, au moins, j'avais la ville autour de moi. Le bruit de Nantes qui commençait sa journée. Les vélos sur les quais, le tramway qui passait au loin. Ces sons-là, je les connais depuis que je suis enfant. Ils me font du bien d'une façon que je n'ai jamais vraiment analysée. Ils me disent que je suis à ma place. Les premiers invités ont commencé à arriver vers 9h30.
des voitures que je ne connaissais pas, des gens en tenue de mariage qui se saluaient avec la familiarité des gens qui se connaissent depuis longtemps ou qui appartiennent au même monde. Je les regardais de loin depuis mon siège. Quelques-uns avaient d'élever l'air de venir de loin. Des voitures avec des plaques parisiennes rangées le long du trottoir par des jeunes hommes en gilet sombre qui faisaient office de voituriers. Des voituriers pour un mariage à Nantes. Je n'avais pas réalisé que ça se faisait. Théodore est arrivé à 10h20. Je le reconnaissais de loin à sa façon de marcher, ce léger dandinement qu'il avait depuis gamin et qu'il n'avait jamais perdu malgré Paris et les costumes ajustés. Il était avec deux hommes que je ne connaissais pas, en grande conversation, riant de quelque chose que je n'entendais pas. Il avait l'air bien, il avait l'air heureux. Je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là que c'était tout ce qui comptait. Il s'est approché de la voiture. Il a toqué à la vitre avec les jointures de ses doigts, la façon dont on toque quand on est pressé. J'ai baissé la vitre. Il s'est penché les deux mains sur le toit de la voiture, et il a dit ce qu'il avait à dire avec ce calme particulier qui rendait tout encore plus difficile à entendre. Il ne criait pas. Il ne semblait pas nerveux. Il avait visiblement préparé ces phrases-là, peut-être depuis longtemps, peut-être seulement depuis quelques jours, et il les disait maintenant, avec la précision d'un homme qui a décidé comment faire quelque chose et qui s'y tient. Il y avait un acte, il dit. Un professionnel discret, élégant, de mon âge, qui avait été engagé pour apparaître dans les photographies officielles et pour se tenir aux côtés de la famille Bernardin lors des moments protocolaires de la cérémonie. Ce n'était qu'une formalité, il assurait. Certains invités importants de la famille de Camille avaient des idées sur ce que devait être un beau mariage, et ma présence dans ces moments précis pourrait créer des commentaires. Il a dit le mot « commentaire » avec une légèreté qui m'a fait comprendre que le mot qu'il évitait était « honte ». Puis, il a posé la main sur mon épaule. Geste de réconfort ou geste d'excuse, je ne saurais pas dire. Et il a dit cette phrase que j'entends encore aujourd'hui avec une précision absolue, chaque mot à sa place, dans l'ordre exact où il les a prononcés. Il a dit « Père, attends dans la voiture, c'est juste 1 heure. Après tu entres quand tout est fini. » J'ai regardé son visage. J'y cherchais quelque chose. Un tremblement dans la voix. Une hésitation dans les yeux. Un signe que quelque part derrière ces phrases préparées, il y avait quelqu'un qui souffrait de ce qu'il était en train de dire. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé de l'anxiété, oui, mais l'anxiété d'un homme qui a peur que son plan ne fonctionne pas l'anxiété d'un homme qui se demande si son plan est juste. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai regardé s'éloigner vers l'entrée de l'église, rejoindre ses amis et ses nouvelles amitiés, et j'ai remonté la vitre. 1 heure, m'avait-il dit. La première heure a passé de la façon dont passent les choses qu'on essaie de ne pas regarder. J'avais éteint la radio au bout de 20 minutes parce que les chansons me semblaient venir d'une autre planète, un endroit où les gens avaient des journées normales et des émotions raisonnables. J'avais regardé le clocher de l'église Saint-Nicolas jusqu'à ce que mes yeux cessent de le voir vraiment et qu'il devienne simplement une forme dans la lumière de septembre. Je pensais à Martine. C'est une chose que je fais encore, 6 ans après. Non pas avec la douleur aiguë des premiers mois, cette douleur qui vous coupait la respiration à des moments imprévisibles, dans la file d'attente d'une boulangerie ou en cherchant ses clés dans son manteau. Cette douleur-là s'est émoussée avec le temps, comme Martine elle-même m'avait dit que ça se passerait, vers la fin, dans un de ces moments où elle était lucide et calme et voulait me préparer à ce qui venait. Elle avait dit « ça fera moins mal après ». Pas plus facile, juste différemment. Elle avait raison comme elle avait presque toujours raison. Ce jour-là dans la voiture, je pensais à Martine parce qu'il y avait une question que je lui aurais posée si elle avait été là. Une seule. Je lui aurais demandé si j'avais fait une erreur quelque part, quelque chose de spécifique dans la façon dont j'avais élevé Théodore. Un moment où j'aurais dû dire quelque chose que je n'avais pas dit. Un moment où j'aurais dû tenir ferme sur quelque chose et je ne l'avais pas fait. Parce que ce qu'il venait de me demander de faire n'était pas la décision d'un seul matin. C'était le résultat de quelque chose qui s'était construit sur des années, et je voulais comprendre où cette construction avait commencé.
Martine aurait su répondre. Elle avait cette capacité rare de voir les choses dans leur vérité, sans se laisser emporter par l'émotion du moment. Pas froide, précise. Elle aurait mis la main sur mon bras et elle m'aurait dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre, que ce soit doux ou difficile. C'est peut-être la chose qui me manque le plus. Pas la présence au sens large. La précision de cette présence-là. La deuxième heure a commencé à peser différemment. Dans la première heure, je pouvais encore me dire que c'était temporaire, que dans 40 minutes, dans 20 minutes, la porte s'ouvrirait et Théodore viendrait me chercher. Je visualisais la scène sans m'en rendre compte. Sa main qui s'ouvre, son sourire légèrement coupable, les mots pour dire que c'était bon maintenant, qu'on pouvait y aller. Dans la deuxième heure, j'ai arrêté de me raconter cette histoire, pas parce que j'avais décidé de ne plus y croire, parce que j'ai compris que j'y avais cru sans même m'en apercevoir et que la croyance s'était épuisée d'elle-même. La chaleur était devenue sérieuse, pas insupportable, mais présente. Le genre de chaleur qui rappelle qu'on est dans un endroit fermé et que le monde dehors continue sa journée sans vous attendre. J'avais ouvert la vitre de 5 centimètres, juste assez pour laisser passer un peu d'air, pas assez pour que quelqu'un qui passait sur le parking puisse regarder à l'intérieur et voir un homme en costume gris assis seul dans sa voiture le jour du mariage de son fils. À un moment, vers la 2h30, j'ai failli appeler mon frère Bernard. J'avais le téléphone dans la main. J'avais même ouvert son numéro. Mais je n'ai pas appelé. Bernard m'aurait dit de sortir de cette voiture immédiatement, de marcher jusqu'à cette église, d'ouvrir ses portes et d'entrer. Il m'aurait dit ça avec cette énergie particulière qu'il a quand il croit avoir raison, cette énergie de quelqu'un qui n'a jamais eu de mal à prendre de la place dans une pièce. Et peut-être qu'il aurait eu raison. Mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin dans ce moment-là. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui comprend avant de quelqu'un qui agit. Bernard n'a jamais été très fort pour comprendre avant d'agir. J'ai gardé le téléphone dans la main un moment, puis je l'ai reposé sur le siège passager, à côté de la cravate. La 3e heure, j'ai regardé le parking. C'est quelque chose qu'on ne fait que quand on n'a plus rien d'autre à regarder. Un parking de septembre à Nantes en milieu de journée. Les voitures rangées en diagonale. Quelques mésanges qui cherchaient quelque chose entre les roues. Un homme en tenue de service qui fumait derrière un van blanc garé à l'entrée de service. Il fumait lentement, sans regarder nulle part en particulier, avec la paix particulière des gens qui font une pause méritée. Je l'ai regardé finir sa cigarette, écraser le mégot contre le mur, rentrer dans le van et repartir. Quelque chose dans ce moment-là m'a traversé qui n'était pas de la tristesse. C'était plus proche de la clarté. Le genre de clarté qu'on n'invite pas mais qui vient quand même, quand on a épuisé toutes les façons de ne pas voir ce qui est devant soi. Je n'allais pas entrer dans ce mariage. Pas parce que Théodore ne le permettrait pas. Parce que j'avais compris, là, dans cette 3e heure, que ce n'était pas simplement une heure qui avait duré trop longtemps. Ce n'était pas un plan maladroit qui avait mal tourné. C'était une décision qui avait été prise, avec soin, à l'avance, et dont l'heure annoncée n'avait jamais été l'intention véritable. J'avais été invité à disparaître pour la journée, et j'avais accepté en silence parce que je n'avais pas encore eu le courage de nommer ce que j'entendais. Voilà, je l'ai dit. Je veux marquer une pause ici, non pas parce que c'est facile d'en parler, mais parce que je veux m'assurer que vous êtes encore là avec moi. D'où vous regardez ce soir? Votre ville, votre région? Laissez-le dans les commentaires, je les lis vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable, quelqu'un qui s'est retrouvé à être écarté par quelqu'un qu'il aimait, partagez cette vidéo avec lui. Peut-être qu'il a besoin d'entendre qu'on peut traverser ça et s'en sortir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Laissez-moi reprendre maintenant parce que ce qui vient ensuite, c'est la partie que je n'avais vraiment pas vue venir. La 4e heure s'est installée sans que je l'appelle. Le soleil avait changé d'angle. Les ombres dans le parking s'étaient déplacées. L'église était silencieuse de là où j'étais, ou plutôt j'étais trop loin pour entendre ce qui se passait à l'intérieur. De temps en temps, une voiture passait dans la rue. De temps en temps, quelqu'un sortait par une porte latérale pour prendre l'air, vérifier son téléphone,
rentrer. Personne ne regardait dans ma direction. Personne ne savait que j'étais là. Ou plutôt, si quelqu'un le savait, personne ne venait voir. J'avais pensé à toute ma vie dans cette voiture. Pas de façon organisée, pas comme un inventaire. De la façon dont les pensées arrivent quand on n'a rien à faire et rien à éviter. Par fragments, par images. Les ateliers de la SNCF en hiver à 6 heures du matin, le sol en métal qui transmettait le froid directement dans les semelles. L'odeur de la graisse et de l'acier, une odeur que certains de mes collègues trouvaient pénible et que moi j'aimais parce qu'elle signifiait que quelque chose de réel se faisait là, quelque chose qu'on pouvait toucher et peser et voir fonctionner. Les rires des vestiaires à la fin d'une longue journée, la satisfaction particulière d'avoir réparé quelque chose de complexe, d'avoir trouvé l'origine d'un problème que d'autres n'avaient pas réussi à identifier, d'avoir remis en route un train qui devait rester en gare. Les nuits où Théodore était petit et qu'il ne dormait pas. Je me levais sans réveiller Martine parce qu'elle travaillait tôt et que nous avions décidé que les nuits de semaine, c'était moi qui gérais. Je m'asseyais dans le fauteuil de la chambre des enfants, le fauteuil en velours bordeaux que nous avions depuis notre premier appartement. Et je restais là jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière. Parfois, ça prenait 20 minutes. Parfois, ça prenait 1 heure et demie. Je ne regardais pas l'heure, je n'avais pas envie de regarder l'heure. J'avais mon fils qui dormait et une maison silencieuse autour de moi, et c'était suffisant. Je m'étais demandé si ces nuits-là avaient eu une valeur pour Théodore, pas d'une façon rancurière. Genuinement, est-ce qu'il s'en souvenait? Est-ce que ça avait compté d'une façon ou d'une autre dans qui il était devenu? Ou est-ce que ces choses-là se dissolvent sans laisser de traces dans la mémoire des enfants qui grandissent et deviennent des adultes avec leur propre vie et leurs propres priorités? Je ne me souvenais pas d'avoir jamais demandé à mon propre père ce qu'il avait sacrifié pour que j'aie une vie correcte. Pas parce que je m'en moquais. Parce que ça ne m'était jamais venu à l'esprit que c'était une question qu'on pouvait poser. On recevait ce qu'on recevait, et on essayait de faire mieux pour les suivants. Peut-être que c'était ça, le problème. Pas la méchanceté, pas l'ingratitude calculée. Simplement la façon dont les générations ne se parlent pas vraiment de ce qui compte. Chacune supposant que l'autre sait, et personne ne demandant parce que demander semblerait faible ou exigeant ou sentimental. Et au bout du compte, on se retrouve dans une voiture un jour de septembre à essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est à 4h20 environ que quelqu'un a frappé à la vitre du côté passager. Pas de la façon dont Théodore avait frappé ce matin. Pas les jointures pressées de quelqu'un pressé. Un frappement hésitant, presque timide, le genre qu'on fait quand on n'est pas sûr d'être bienvenu, mais qu'on frappe quand même parce qu'on y a longuement réfléchi avant. J'ai tourné la tête. Il y avait un homme debout à côté de la voiture. La quarantaine, peut-être 45 ans, les cheveux châtains légèrement en désordre, comme quelqu'un qui avait commencé la journée avec une coiffure et qui l'avait perdue en chemin. Il portait un grand sac photo en bandoulière et tenait un appareil dans la main droite. Un appareil professionnel avec un objectif épais. Son costume était celui d'un homme qui devait s'habiller pour une occasion formelle et qui n'était pas entièrement à l'aise avec ça. Veste gris clair, chemise blanche, pas de cravate. Il avait les yeux de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qui l'a perturbé et qui ne sait pas encore comment aborder ce qu'il a à dire. Il a fait un signe de la main, un signe pour demander si je pouvais baisser la vitre. Je l'ai baissé. Il a dit « Monsieur Moreau ». Pas une question, une confirmation de quelque chose qu'il savait déjà. Je m'appelle Éric Vallon, je suis le photographe de la cérémonie. Il a fait une petite pause. Je vais vous demander pardon, avant même de vous dire quoi que ce soit d'autre, parce que je pense que ce que je suis sur le point de vous montrer, ça mérite des excuses d'abord. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai rien dit. Je l'ai regardé, et lui m'a regardé. Et dans ce regard-là, de la part d'un homme que je n'avais jamais vu de ma vie, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu de la journée. De la considération. Il tenait son appareil photo entre les deux mains maintenant, pas pour me le montrer, juste pour avoir quelque chose à tenir pendant qu'il parlait. Il a expliqué qu'il était photographe de mariage depuis 12 ans, qu'il avait fait des centaines de cérémonies,
et qu'il avait une façon de travailler qui consistait à ne jamais couper l'enregistrement de la caméra qu'il portait en complément de l'appareil photo, même pendant les pauses, parce que les moments non préparés étaient souvent les plus honnêtes. Il m'a expliqué que pendant la matinée, il avait commencé à remarquer quelque chose qui ne lui semblait pas normal. L'homme présenté comme le père du marié ne connaissait pas les réponses aux questions les plus simples. Quel était le prénom du premier enfant de Théodore au cas où on lui posait la question? Quelle était la ville natale du marié? Comment s'appelait la mère de Théodore? Éric Vallon avait posé ces questions lui-même, m'a-t-il dit, en se présentant comme quelqu'un qui aimait documenter l'histoire familiale dans ses portraits. Il avait observé cet homme répondre en hésitant, en cherchant du regard les organisateurs, en donnant des réponses vagues qui n'étaient pas les réponses d'un père. Alors il était allé voir un des hommes qui gérait la logistique du parking. Il lui avait décrit ce qu'il avait observé sans trop en dire. Et cet homme, avec l'honnêteté simple de quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de mentir pour protéger des choses qui ne le regardent pas, lui avait dit que le père du marié était dans sa voiture depuis le matin, que personne n'était venu lui parler et qu'il était garé à l'angle là-bas. Éric Vallon a dit tout ça debout à côté de ma vitre, avec une voix égale et des mots mesurés. Puis il a ajouté une phrase que j'ai mise longtemps à vraiment entendre. Il a dit « Monsieur Moreau, avant que vous décidiez quoi que ce soit, je pense que vous devriez regarder ce qui est sur cette caméra. Pas pour vous blesser davantage, parce que ce qu'il y a dedans dit quelque chose d'important sur ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Et je crois que vous avez le droit de le savoir. » Il m'a tendu l'appareil. Mes mains, ces mains qui avaient réparé des moteurs pendant 38 ans, qui avaient tenu des outils dans des températures de moins 10 en hiver dans les ateliers ouverts, ces mains, qui ne tremblaient pas d'habitude, ont tremblé légèrement en prenant cet appareil. Je ne savais pas encore ce que j'allais voir, mais quelque chose dans la façon dont cet homme s'était présenté, dans la façon dont il m'avait parlé, comme si j'étais une personne entière qui méritait d'être informée, m'avait dit que ce que j'allais voir sur cet écran allait changer quelque chose. Pas tout, mais quelque chose d'essentiel. J'ai regardé l'écran de l'appareil photo dans le calme relatif de mon habitacle, dans la chaleur de fin d'après-midi de ce 22 septembre, et j'ai commencé à regarder les images. La première chose que j'ai vue sur cet écran n'était pas une photographie, c'était un extrait vidéo, court, moins d'1 minute, filmé depuis ce qui semblait être un angle légèrement décalé, comme si l'objectif était posé sur une surface et enregistrait en continu sans que les gens dans le cadre sachent qu'ils étaient filmés. On y voyait 2 hommes en costume debout près d'une fenêtre. L'un d'eux était un des jeunes organisateurs que j'avais vus pendant la matinée, gilet sombre et écouteurs discrets à l'oreille gauche. L'autre était un homme que je ne reconnaissais pas immédiatement. La soixantaine peut-être, cheveux gris, soigneusement coiffés, costume bleu marine bien coupé. Élégant, le genre d'élégance qu'on achète, mais qui nécessite quand même une certaine façon de la porter pour qu'elle ne tombe pas à plat. J'ai mis quelques secondes à comprendre qui était cet homme. L'organisateur lui parlait à voix basse. Je n'entendais pas tout. L'acoustique de l'endroit où la caméra avait été posée rendait certaines phrases indistinctes, mais j'entendais assez. L'organisateur lui demandait comment il voulait se placer pour la prochaine série de photographies, avec la famille Bernardin d'un côté et le reste du cortège de l'autre. L'homme au costume bleu marine écoutait, hochait la tête. Et puis, il a dit quelque chose qui était parfaitement audible parce qu'il s'était légèrement penché vers l'organisateur. Il a dit « Je préférerais qu'on minimise les moments où je dois répondre à des questions sur lui, sur sa vie, sur leur relation. Je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment d'informations pour que ça sonne juste si quelqu'un me demande des détails. » L'organisateur avait répondu que ce serait géré, que les instructions avaient été données aux membres du personnel de ne pas engager de conversation prolongée autour de la table de famille. L'homme au costume bleu marine avait hoché la tête à nouveau. Et puis, dans un moment que la caméra avait capté sans que personne l'ait cherché, il avait regardé par la fenêtre et son expression avait changé. Pas beaucoup. Juste assez pour qu'on voie que quelque chose en dessous de la surface de sa présence professionnelle cherchait un endroit où se poser. Il avait dit, presque pour lui-même, mais assez fort pour que le micro l'attrape. « Je ne suis pas à l'aise avec ça.
Je veux que vous le sachiez, je n'aurais peut-être pas dû accepter. J'ai regardé cette vidéo 2 fois. La deuxième fois, j'ai reconnu quelque chose dans cet homme que je n'avais pas vu à la première vision. Il portait une alliance. Probablement un père lui-même. Probablement quelqu'un qui avait des enfants et qui savait ce que ça signifiait d'occuper la place d'un père. Et apparemment, malgré tout, ce savoir ne l'avait pas empêché d'accepter le travail. Mais il ne l'avait pas quitté non plus. Éric Vallon attendait debout à côté de la voiture. Il ne regardait pas l'écran avec moi. Il regardait ailleurs, vers la rue, avec la politesse de quelqu'un qui comprend que certains moments demandent à être vécus sans témoin, même quand le témoin est bienveillant. Il y avait d'autres images, d'autres extraits vidéo, quelques photographies qui avaient été prises dans des moments que je ne reconnaissais pas, des moments de la cérémonie auxquels je n'avais pas assisté, des photographies magnifiquement composées d'un mariage auquel j'étais censé appartenir et dans lequel je n'apparaissais pas. Dans l'un des extraits vidéo, le plus long, on voyait mon fils. Théodore était assis à une table avec 2 hommes que je ne connaissais pas. Ils parlaient, riaient, le genre de conversation de mariage légère et un peu essoufflée qu'on a quand on est nerveux et qu'on essaie de rester dans l'élan de la journée. Et puis quelqu'un qui passait, une femme que je ne reconnaissais pas, avait posé la question la plus ordinaire du monde. Elle avait demandé à Théodore comment son père vivait la journée. Il y avait eu une fraction de seconde. Courte. Mais là. Théodore avait répondu que tout allait bien, que c'était une belle journée, que son père était quelqu'un de discret, qui préférait les moments simples aux grandes occasions. Il avait dit ça avec un sourire. Et il avait tout de suite changé de sujet. Je ne lui en voulais pas pour ces mots-là. Ce n'était pas ce qui m'avait atteint dans cet extrait. Ce qui m'avait atteint, c'était la fraction de seconde avant. Ce moment infinitésimal où son visage avait fait quelque chose de bref et d'involontaire que les caméras captent et que les conversations normales absorbent sans le remarquer. Un pli au coin de la bouche, un léger mouvement des yeux. Quelque chose qui ressemblait, si je devais lui donner un nom, à de la honte. Pas de la honte de moi nécessairement. Peut-être de la honte de ce qu'il avait fait. Peut-être de la honte d'être dans une situation où cette question pouvait être posée du tout. Je ne savais pas encore si cette distinction changeait quelque chose. J'ai rendu l'appareil à Éric Vallon. Mes mains avaient cessé de trembler à ce moment-là. Quelque chose dans les mains s'était stabilisé quand le reste avait commencé à se mettre en ordre dans ma tête. Il a dit « Je suis désolé. Vraiment. » J'ai répondu que ce n'était pas lui qui avait quelque chose à se faire pardonner. Il a attendu. Il ne m'a pas dit ce que je devais faire. Il ne m'a pas proposé de solution. Il a simplement attendu. Cette façon de se tenir debout qui dit qu'on est là et qu'on n'est pas pressé de partir. J'ai regardé à nouveau l'église. Les portes du grand portail étaient ouvertes maintenant. La cérémonie était terminée depuis un moment visiblement. Les invités commençaient à se déplacer, à former des petits groupes sur le parvis, à attendre les voitures. Une lumière de fin d'après-midi tombait sur les façades. Cette lumière particulière de la fin septembre à Nantes, un peu dorée et un peu mélancolique. La lumière des jours qui raccourcissent. Je suis resté dans cette voiture encore 2 minutes. 2 minutes à regarder ma cravate sur le siège passager. À penser à Martine qui me l'avait achetée pour mon anniversaire il y a longtemps. Cette cravate. Elle avait dit qu'elle avait cherché longtemps parce qu'elle voulait quelque chose qui soit élégant sans être guindé. Elle avait trouvé celle-là dans une boutique du passage Pomeray à Nantes un samedi après-midi et elle était rentrée très satisfaite d'elle-même. Elle avait dit « Elle est exactement comme toi, sobre et solide. » Je l'ai remise. Je veux m'arrêter une seconde ici. Pas parce que c'est difficile, mais parce que je sens que certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment comprennent quelque chose de très précis à ce que je raconte. Peut-être pas exactement la même histoire, mais quelque chose dans la même veine. Cette expérience particulière d'être mis de côté par quelqu'un qu'on a aimé depuis le début. Je veux vous dire quelque chose directement. D'où vous regardez ce soir? Votre ville, votre département, votre pays. Mettez-le dans les commentaires. Et si cette histoire vous rejoint d'une façon ou d'une autre, laissez un like
Ça aide plus qu'on ne l'imagine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et laissez-moi reprendre parce que ce qui vient maintenant, c'est la partie qui a changé quelque chose que je ne cherchais pas à changer ce jour-là. Éric Vallon m'a demandé si j'accepterais qu'on entre ensemble dans le domaine de Vertou pour une dernière photographie. Pas une photographie mise en scène. Une photographie réelle. Il n'a pas précisé ce qu'il entendait par là, et je ne lui ai pas demandé. J'ai juste dit oui. Nous avons roulé en silence vers Vertou. Lui dans son véhicule derrière moi. Moi dans ma Peugeot 508, avec la cravate de Martine autour du cou et une clarté dans la tête que je n'aurais pas su expliquer à quelqu'un qui ne l'avait pas ressenti. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du chagrin. C'était quelque chose de plus simple et de plus dur en même temps. La certitude qu'une chose s'était passée, qu'elle ne pouvait pas se défaire, et qu'à partir de là, il fallait décider quoi en faire. Le domaine de Vertou s'appelait le domaine de la Sèvre. J'y avais été une fois, il y a longtemps, pour un repas de fin d'année avec les ateliers. Une grande propriété sur les bords de la Sèvre nantaise, des murs en tuffeau, des grands platanes, une terrasse en surplomb de la rivière. L'endroit était bien entretenu et avait cette qualité des lieux qui ont servi à beaucoup de moments importants et qui portent une certaine charge tranquille dans leurs pierres. Les voitures des invités remplissaient le parking quand nous sommes arrivés. Des voix venèrent de la terrasse, des rires, le genre de bruit festif d'un mariage qui se déroule bien et où les gens ont suffisamment bu pour être heureux et pas encore assez pour devenir compliqués. La musique venait de l'intérieur, quelque chose de doux et de contemporain. Je me suis garé et je suis resté dans la voiture encore un moment. Pas par hésitation, par préparation. Il y a une différence. Quand on hésite, on cherche une raison de faire quelque chose. Quand on se prépare, on sait déjà ce qu'on va faire et on prend juste le temps d'être prêt à le faire correctement. Éric Vallon est venu à ma portière. Il a dit « Vous êtes prêt ?» J'ai dit oui. On a traversé le parking ensemble. Il avait son appareil photo. J'avais mon costume gris anthracite et la cravate de Martine. On a longé la terrasse et on est entré par une porte latérale qui donnait directement sur la salle de réception. La musique était plus forte à l'intérieur. Il y avait des tables rondes couvertes de nappes blanches, des fleurs, des bougies sur les desserts. Les invités se déplaçaient entre les tables, certains assis, d'autres debout en conversation. Personne ne m'a remarqué tout de suite, parce que personne ne s'attendait à me voir. Et puis, il y en a eu un qui m'a vu. Ce n'était pas mon fils, ce n'était pas Camille. C'était un homme que je ne connaissais pas, la soixantaine. Grand, les épaules larges, qui se tenait près d'une fenêtre en conversation avec une femme élégante. Il m'a regardé entrer avec cette attention particulière qu'ont les gens qui font attention à tout sans en avoir l'air. Puis il a regardé Éric Vallon. Puis il m'a regardé à nouveau. Plus tard, j'ai appris que c'était Gilles Bernardin, le père de Camille. Il s'est excusé auprès de la femme avec qui il parlait. Il a traversé la salle dans ma direction. Pas vite, pas lentement. Avec la démarche d'un homme qui a pris une décision et qui s'y tient. Il m'a tendu la main. Je la lui ai serrée. Il a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Il a dit « Si j'avais su que vous étiez dans ce parking, j'aurais été vous chercher moi-même. » Il a dit ça avec une simplicité absolue, sans emphase, sans chercher à me faire sentir quoi que ce soit en particulier, comme quelqu'un qui dit une vérité qui lui semble évidente et qui est surpris qu'elle ait pu ne pas être évidente pour d'autres. Il a ajouté qu'il n'avait appris la situation que très récemment, par Éric Vallon, qu'il avait trouvé quelques minutes avant d'aller me chercher dans le parking, et que s'il avait su quoi que ce soit à l'avance, les choses auraient été très différentes. Je l'ai cru, pas parce que je voulais le croire, parce que la façon dont il se tenait, la façon dont il serrait ma main, la façon dont il me regardait directement, correspondait à celle d'un homme qui dit la vérité et qui en a un peu honte pour l'offense faite en son nom, même si ce n'était pas lui qui l'avait faite. Mon fils était à l'autre bout de la salle. Je l'ai vu en même temps que lui m'a vu. Il y a un instant, dans ces moments-là, où les deux personnes réalisent simultanément que quelque chose va se passer, et où ni l'une ni l'autre ne peut encore savoir ce que ce quelque chose sera. Son visage a changé.
pas comme dans les films où les émotions arrivent dans un ordre logique et lisible, d'une façon plus honnête, plus désordonnée. De la surprise d'abord, parce qu'il ne m'attendait pas, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement, ce qui m'a surpris, puis quelque chose qui ressemblait à autre chose que je ne saurais pas nommer avec précision même maintenant. Il a traversé la salle, vers moi, lentement. Je ne lui ai pas fait de discours. Je ne lui avais pas préparé de discours. Je n'avais pas de mots savamment choisis pour ce moment parce que je n'avais pas su que ce moment arriverait. Je l'ai juste regardé venir. Et quand il a été devant moi, à une distance de bras, il a dit « Papa ». Rien d'autre. Juste ce mot. Et dans ce mot-là, dans la façon dont il l'a dit, j'ai entendu plus de choses qu'une conversation de 3 heures n'aurait pu en contenir. Il y avait des gens autour de nous. Pas beaucoup au premier instant, mais la réception est un endroit où les gens remarquent les choses, et les scènes qui valent la peine d'être remarquées attirent l'attention naturellement. Éric Vallon était à quelques mètres avec son appareil. Il ne photographie pas encore. Il attendait. Gilles Bernardin, qui n'avait aucune obligation de faire quoi que ce soit dans ce moment, a fait quelque chose de simple et de considérable. Il a posé la main sur l'épaule de mon fils, puis il a posé l'autre main sur la mienne, et il a dit à voix basse que les 2 personnes les plus importantes pour Théodore étaient dans cette pièce, et que c'était une bonne journée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Éric Vallon a levé son appareil. Il ne nous a pas demandé de nous placer, il ne nous a pas demandé de sourire. Il a simplement pris ce qu'il voyait, ce qui était là, ce que personne n'avait mis en scène parce que personne n'avait su que ce serait là. L'homme au costume bleu marine, l'acteur que mon fils avait engagé pour paraître à sa place ce jour-là, était toujours dans la salle quelque part. Je ne l'ai pas cherché et je ne l'ai pas trouvé. J'ai su plus tard par Éric Vallon qu'il était parti discrètement peu après mon arrivée, qu'il avait dit à quelqu'un avant de partir, à voix suffisamment basse pour qu'on entende sans qu'on soit sûr qu'il voulait être entendu, que certains travaux n'avaient pas de prix qui les rendaient acceptables et que celui-là en faisait partie. Je comprends ce qu'il voulait dire. Et dans une autre circonstance, dans une autre vie peut-être, j'aurais aimé lui serrer la main. Ce soir-là, après les derniers invités partis, après que les lumières du domaine de la Sèvre eurent commencé à s'éteindre une par une sur la terrasse au-dessus de la rivière, j'ai eu une conversation avec mon fils que je ne raconterai pas en détail ici. Pas par pudeur, parce que certaines conversations appartiennent aux gens qui les ont eues et n'appartiennent pas aux récits qu'on fait plus tard. Ce que je dirais, c'est qu'il a parlé, que j'ai écouté, que j'ai parlé à mon tour, que lui a écouté, et que ce n'était pas la conversation qu'aucun de nous deux avait cru avoir un jour, mais que c'était peut-être la plus honnête que nous ayons eue depuis très longtemps. Camille est venue à un moment nous rejoindre. Elle s'est assise en face de nous, les 2 mains sur la table, et elle a dit qu'elle n'avait pas tout su jusqu'à la fin de la journée et qu'elle était désolée. Elle a dit désolée de la façon dont les gens disent les choses quand ils les pensent vraiment, pas de la façon dont on dit les choses pour que la conversation avance. Je lui ai répondu que je la croyais. Et je la croyais. Il y avait une chose que j'avais décidée dans la voiture, pendant ces 4 heures que j'y avais passées. Une chose simple. Quelle que soit la façon dont la journée se terminerait, je n'allais pas la terminer en colère. Pas parce que la colère était injustifiée, parce que la colère était la réponse que la situation appelait et que j'avais décidé de choisir autre chose. La colère garde les gens dans le moment où ils ont été blessés. Et moi, j'avais décidé ce jour-là que je n'allais pas rester dans le parking de l'église Saint-Nicolas un seul jour de plus que nécessaire. Je vous demande de rester avec moi pour la suite. Il y a des choses que je n'ai pas encore dites sur ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont suivi ce mariage. Des choses sur mon fils et moi. Des choses sur ce que ça m'a appris, sur la façon dont on construit quelque chose et sur la façon dont on le perd, et sur la façon dont, parfois, si on est patient et si on refuse de s'arrêter à la blessure, on trouve de l'autre côté quelque chose qu'on n'avait pas avant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Laissez un like si ce soir cette histoire a compté pour quelque chose.
et laissez-moi un commentaire avec d'où vous regardez. Je reprends demain avec la suite, et je vous promets que la suite mérite d'être entendue. En rentrant à Nantes ce soir-là, j'ai roulé seul. Les lumières de la ville sur la Loire au loin, comme toujours. Nantes la nuit depuis la route a quelque chose de particulier que je ne me rappelle pas avoir jamais trouvé beau avant ce soir-là. Je l'ai trouvé beau ce soir-là. Peut-être parce que j'avais passé la journée à regarder un autre endroit et que retrouver la ville qui est la mienne depuis toujours avait une qualité différente. J'ai garé la voiture. J'ai monté les 4 étages à pied parce que l'ascenseur était encore en panne. J'ai enlevé le costume gris anthracite, je l'ai mis sur le cintre, je l'ai raccroché dans l'armoire. J'ai gardé la cravate dans ma main un moment. Cette cravate sobre et solide que Martine avait choisie dans une boutique du passage Pomereil un samedi après-midi parce qu'elle me ressemblait. Je l'ai posée sur le buffet, à côté de sa photo. Et je suis allé dormir. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas toujours sur les moments difficiles. Ce n'est pas le moment lui-même qui pèse le plus lourd. C'est le lendemain, et celui d'après, et la semaine d'après quand la vie ordinaire reprend et qu'il faut la vivre avec quelque chose de nouveau logé à l'intérieur, quelque chose qui n'avait pas de nom avant et qui n'en a toujours pas vraiment, mais qui change la façon dont on se réveille le matin et dont on regarde les choses familières autour de soi. Le lendemain du mariage, je me suis levé à 6 heures, pas parce que j'avais dormi suffisamment, parce que le corps a ses habitudes, et 38 ans de levée matinale pour les ateliers laissent une empreinte qu'on ne défait pas simplement parce qu'on est à la retraite. J'ai fait du café. J'ai bu debout dans la cuisine, le dos contre l'évier, les yeux sur la fenêtre, exactement comme la veille. Sauf que la veille, avant de partir pour l'église, j'étais un homme qui attendait un mariage. Ce matin-là, j'étais un homme qui revenait de quelque chose. La cravate était toujours sur le buffet, à côté de la photo de Martine. Je ne l'avais pas rangée avant d'aller dormir et je ne l'ai pas rangée ce matin-là non plus. Je l'ai laissée là. Je ne savais pas encore pourquoi. Je savais juste que la déplacer semblait prématurée, comme ranger les choses d'un deuil avant d'avoir fini de le vivre. Mon frère Bernard m'a appelé à 8h30. Il savait pour le mariage, évidemment. Il avait reçu une invitation lui aussi, 2 mois plus tôt, et il m'avait dit qu'il ne pourrait pas faire le déplacement depuis Rennes, parce que son genou était encore en rééducation après l'opération de juillet. Je n'avais pas précisé à Bernard ce qui s'était passé la veille, pas dans les détails. Je lui avais juste dit que la journée s'était bien passée. Il m'avait répondu que c'était bien, que Théodore avait de la chance d'avoir un beau temps en septembre, parce que septembre pouvait être capricieux. J'avais dit oui. Le temps était beau. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le fauteuil du salon pendant un moment. Le fauteuil gris anthracite que j'avais acheté 2 ans après la mort de Martine pour remplacer le vieux fauteuil bordeaux que j'avais gardé trop longtemps parce que c'était elle qui l'avait choisi. M'asseoir dans ce fauteuil bordeaux après sa mort me faisait quelque chose d'indéfinissable. Pas de la peine exactement, quelque chose de plus physique. Comme si le velours usé aux accoudoirs portait une mémoire tactile que mon corps reconnaissait avant que mon esprit ait le temps d'intervenir. Depuis le fauteuil gris, je pouvais voir la photo sur le buffet. Martine y avait 47 ans. C'était une photo prise lors d'un repas de famille, à la campagne, chez ma belle-sœur. Un juillet particulièrement chaud. Et elle riait à quelque chose que son beau-frère venait de dire. Ce rire-là, je l'aurais reconnu entre mille. Pas le rire poli qu'elle avait parfois dans les situations sociales, courtois et mesuré. Le rire vrai, celui qui commençait dans les yeux avant d'arriver à la bouche. Je lui ai parlé ce matin-là, pas à voix haute, dans ma tête, avec la précision qu'ont les conversations intérieures quand on sait exactement à qui on s'adresse. Je lui ai raconté la journée de la veille dans l'ordre. Le parking, la chaleur dans la voiture, les 4 heures, Éric Vallon et ses excuses, les images sur l'appareil photo, l'homme au costume bleu marine, Gilles Bernardin et sa poignée de main, mon fils qui traversait la salle, le mot « papa » prononcé tout seul dans le bruit du mariage. Et puis, j'ai attendu, comme on attend parfois, en sachant qu'on n'aura pas de réponse, mais qu'attendre fait partie de la conversation quand même. Dans les 2 semaines qui ont suivi le mariage, la vie a repris son cours visible. Les courses au marché du samedi,
La promenade le long du canal Saint-Félix que je faisais 3 fois par semaine depuis ma retraite, un peu plus longue quand le temps le permettait. Le café le mardi et le jeudi au bar de la brasserie des Bretons avec Michel, un ancien collègue des ateliers qui était parti en retraite 1 an après moi et avec qui j'avais ce rituel simple depuis 4 ans. Michel parlait de son jardin à Rézé, de ses petits-enfants qui lui rendaient visite certains week-ends, des problèmes de son quartier qui n'était plus tout à fait le quartier qu'il avait connu. Je l'écoutais. Je lui parlais de peu de choses. C'était un équilibre qui nous convenait à tous les deux. À Michel non plus, je n'avais pas raconté le mariage dans ses détails. Je lui avais dit que ça s'était bien passé. Il avait dit que c'était bien. Que les mariages en septembre, c'était souvent les plus réussis. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux amis. Pas parce qu'on n'a pas confiance, parce que les dire à voix haute leur donnerait une réalité supplémentaire qu'on n'est pas encore prêt à gérer entièrement. Certaines choses ont besoin de rester dans le silence privé un moment, avant d'être prêtes à être prononcées dans une conversation réelle avec quelqu'un qui vous regarde. Théodore m'a appelé le 3e jour après le mariage. Il était rentré à Paris avec Camille. Ils avaient leur voyage de noces prévu pour la semaine suivante, une dizaine de jours quelque part en Italie du Nord, le genre de voyage qu'on choisit quand on a le goût des belles choses et les moyens de se les offrir. Sa voix était différente de ce à quoi j'étais habitué. Pas dans la façon dont les mots étaient choisis, dans la façon dont ils étaient portés. Il y avait quelque chose en dessous qui avait changé de texture. Il a commencé par me demander comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Il y a eu un silence de quelques secondes, le genre de silence qui indique que quelqu'un a préparé une phrase et qu'il cherche maintenant la façon exacte de la prononcer. Il a dit « Papa, je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé samedi, vraiment. » J'ai dit que c'était bien qu'il appelle. Je ne lui ai pas facilité la tâche, mais je ne l'ai pas non plus rendu plus difficile. Je l'ai laissé parler. Ce qu'il m'a dit dans cette conversation, je vais essayer de vous le rendre avec honnêteté, parce que c'est une des parties de cette histoire que j'ai le plus réfléchi depuis. Ce n'était pas un simple discours d'excuses. C'était quelque chose de plus désorganisé et de plus vrai. Il m'a dit qu'il avait eu peur. Non pas de moi, pas de ma réaction. Peur de quelque chose de plus difficile à nommer. Peur que je sois un contraste trop visible avec le monde dans lequel il essayait de s'intégrer. Peur que la distance entre ce qu'il était devenu et ce d'où il venait soit perçue de façon trop directe par des gens dont le regard comptait pour lui à ce moment-là. Il a utilisé ce mot-là, contraste. Et ce mot-là, je l'ai gardé, pas parce qu'il m'avait blessé, parce qu'il était précis. Il décrivait exactement ce qu'il avait pensé et cette précision, même dans sa brutalité, était plus respectable que l'euphémisme ou le mensonge. Mon fils avait eu honte de moi. Pas de moi en tant que personne peut-être, pas de l'homme que j'étais, mais de ce que je représentais dans un contexte où l'origine sociale avait une importance qu'il n'avait pas eu le courage d'assumer publiquement. Je l'ai laissé finir. Et puis, je lui ai posé une question. Une seule. Je lui ai demandé si ça en avait valu la peine. Long silence. Il a dit non. Il a dit non, d'une façon qui semblait venir de plus loin que la conversation téléphonique, de plus loin que le mariage, de plus loin que les mois de préparation et les décisions prises progressivement. Il a dit non comme quelqu'un qui vient de traverser quelque chose et qui voit, depuis l'autre côté, ce que la traversée lui a coûté. Je vous demande une seconde avant de continuer. Je sais que certains d'entre vous qui écoutez cette histoire en ce moment ont peut-être vécu quelque chose dans cette direction, pas nécessairement aussi net, pas nécessairement avec un mariage, mais cette expérience particulière de comprendre que quelqu'un que vous aimiez avait honte de quelque chose en vous, honte de votre travail, de votre accent, de votre quartier, de votre façon de vous habiller, de ce que vous représentez dans un certain regard social. C'est une blessure qui a une forme très particulière. Elle ne ressemble pas aux autres blessures. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires. Et si ce que je raconte touche quelque chose que vous portez, laissez un like. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Il y a quelque chose de nouveau ici chaque jour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et laissez-moi reprendre parce que ce que je vais vous dire maintenant.
C'est ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre, et ce qui compte peut-être le plus dans tout ce que j'ai traversé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avec une grande régularité dans ma vie d'adulte actif. J'ai pensé, pas le genre de pensée qu'on fait en faisant autre chose, au volant, sous la douche, pendant qu'on plie le linge. Une pensée délibérée, assise, avec du temps devant elle. J'avais ma retraite. J'avais mes habitudes. J'avais le fauteuil gris du salon et les après-midi libres. Et j'ai utilisé cette liberté-là pour aller chercher quelque chose que j'avais évité de chercher depuis longtemps. J'ai voulu comprendre comment on en était arrivé là. Pas pour accuser quelqu'un, pas pour construire un réquisitoire contre mon fils ou contre moi-même, pour comprendre, genuinement, avec la même précision que j'apportais à trouver l'origine d'un dysfonctionnement dans un mécanisme de train. Les pannes dans les machines ont une logique. Elles ont un point d'origine. Elles ont une chaîne causale. Si on remonte la chaîne avec assez de rigueur, on trouve le moment où quelque chose a commencé à dévier. Et quand on sait ça, on peut comprendre non pas comment éviter que ça se reproduise, mais au moins pourquoi ça s'est produit. Et le pourquoi, même quand il ne répare rien, soulage quelque chose dans l'esprit qui avait besoin de savoir. Théodore avait grandi dans un appartement de 4 pièces quartier Saint-Félix. Pas un quartier défavorisé, loin de là, mais un quartier ordinaire de Nantes, avec ses immeubles des années 70 aux façades un peu fatiguées, ses boulangeries et ses épiceries, son école primaire dont les grilles métalliques sonnaient fort le matin quand les enfants arrivaient, un quartier de gens qui travaillaient, mécaniciens, infirmières, secrétaires, chauffeurs de bus, professeurs des écoles. Des gens qui payaient leurs factures avec soin et qui partaient en vacances en Vendée ou dans les Landes, parce que c'était ce que le budget permettait. Ils n'avaient pas eu une enfance difficile. Je veux être clair là-dessus. Nous n'avions pas de fortune, mais nous n'avions pas de manque non plus. Pas le manque réel, pas le manque qui laisse des traces. Martine et moi avions fait des choix constants pour que Théodore et son frère Benoît aient ce qu'il fallait. Des classes de neige, des cours de guitare pour Théodore parce qu'il en avait demandé, des voyages scolaires qu'on n'annulait jamais, une chambre à lui quand son frère dormait dans le salon transformé parce que l'appartement ne faisait que 4 pièces, des petits sacrifices invisibles que les enfants ne voient pas parce qu'ils ne sont présentés que comme des décisions normales. Ce que Théodore avait vu, en grandissant, c'était mon travail, la blouse bleue de la SNCF pendue dans l'entrée, l'odeur de graisse que le savon industriel ne dissolvait jamais entièrement, les mains calleuses du soir qui différaient des mains du matin, le fait que je rentrais fatigué certains jours d'une façon physique, pesante, le genre de fatigue qu'on ne règle pas avec une bonne nuit, mais qui nécessite un week-end entier pour se dissoudre. Ce qu'il avait vu à Paris en intégrant son école de commerce, c'était autre chose. Des camarades dont les pères étaient directeurs, associés, fondateurs de quelque chose, des repas familiaux dans des appartements haussmanniens où les conversations tournaient autour de voyages, d'investissements, de connexions professionnelles. Un monde qui n'était pas le sien, mais qui lui avait ouvert les portes parce qu'il était intelligent et travailleur et qu'il avait su s'y adapter. S'adapter. C'est là que quelque chose avait commencé à dévier, lentement, sans que personne le nomme. S'adapter à un monde différent du sien est une compétence. C'est même une compétence précieuse. Beaucoup de gens issus de milieux modestes apprennent à naviguer des environnements différents du leur sans perdre ce qu'ils sont à l'origine. Ils apprennent 2 langages sociaux, 2 façons de se tenir, 2 répertoires de références, et ils passent de l'un à l'autre selon les contextes avec une agilité qui, en réalité, est une forme de richesse qu'on ne peut pas acheter. Mais certains, en apprenant le 2e langage, finissent par avoir honte du premier. Pas tout de suite, progressivement. Comme quelqu'un qui apprend une 2e langue et qui commence à trouver la première moins précise, moins élégante, moins adaptée aux idées qu'il veut exprimer. Et dans ce processus, l'origine devient quelque chose à minimiser plutôt qu'une partie de ce qu'on est. Ce n'était pas la faute de Paris, ce n'était pas la faute de l'école de commerce, ce n'était pas la faute de Camille, ni de la famille Bernardin. C'était quelque chose de plus diffus, plus culturel, plus difficile à identifier précisément,
parce qu'il n'y avait pas eu de moment décisif où quelqu'un avait dit à Théodore que son père mécanicien était une honte. Il y avait eu simplement une accumulation de contextes dans lesquels l'origine était soit invisible, soit gênante. Et Théodore avait appris, progressivement, à la traiter comme telle. Je pensais à tout ça dans mon fauteuil gris les après-midi d'automne. Je pensais à tout ça pendant mes promenades le long du canal. Et je cherchais ma part dans cette histoire, ma responsabilité, pas au sens de la culpabilité, au sens de ce que j'aurais pu faire différemment si j'avais su ce qui se construisait. Est-ce que j'avais jamais dit à Théodore que ce que je faisais avait de la valeur? Pas de la valeur économique, de la valeur en soi. Est-ce que je lui avais jamais expliqué ce que ça signifiait de maintenir quelque chose de complexe en état de marche, de comprendre un mécanisme assez profondément pour savoir exactement pourquoi il dévie et comment le ramener à l'équilibre? Est-ce ce que je lui avais jamais montré, pas dit mais montré, que la connaissance technique transmise par les mains est une forme d'intelligence aussi réelle que celle qu'on mesure par des diplômes? Je ne le lui avais pas dit, pas dans ces termes-là, parce que dans mon monde, dans le monde où j'avais grandi, ces choses-là ne se disaient pas. On faisait. On transmettait, par l'exemple. On n'analysait pas la valeur de ce qu'on faisait parce que ça semblait être de l'autocompassion ou de la vanité. Deux choses que ma génération et mon milieu regardaient avec méfiance. Et peut-être que ce silence-là, ce silence sur la valeur de ce qu'on était, avait laissé un espace vide que Paris avait rempli avec autre chose. Je ne dis pas ça pour me condamner, je dis ça parce que c'est honnête. Et dans cette histoire, l'honnêteté est ce qui reste quand on a enlevé tout le reste. Je veux marquer une pause et vous poser une question directe. Pas sur mon histoire, sur la vôtre. Est-ce que vous avez déjà eu honte de quelque chose en vous qui venait de là où vous veniez? Votre accent, votre quartier, le travail de vos parents, la façon dont votre famille se comporte dans des contextes formels, est-ce que vous avez déjà fait semblant que cette partie de vous n'existait pas pour entrer dans un endroit qui ne vous aurait pas accueilli avec elle? Je pose la question sans jugement parce que je crois que la plupart d'entre nous l'ont fait à un moment ou à un autre. C'est humain. Ce qui est moins humain, c'est d'en arriver au point où ça fait du mal à quelqu'un qui n'a rien demandé. Dites-moi d'où vous regardez. Votre ville, votre région. Laissez un commentaire. Laissez un like si cette question vous touche quelque part. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Et restez avec moi, parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi et comment quelque chose a commencé à se reconstruire, lentement, entre mon fils et moi. 2 mois après le mariage, Théodore m'a appelé un samedi matin avec quelque chose dans la voix que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Une hésitation qui n'était pas de la politesse calculée, mais de la vraie incertitude. Il m'a demandé si je serais disponible pour un week-end à Paris le mois suivant. Juste lui et moi. Pas Camille, pas des dîners avec ses amis, pas un contexte social particulier. Il avait en tête quelques endroits qu'il voulait me montrer, des endroits qui lui plaisaient vraiment, plutôt que des endroits qu'on montre aux gens pour impressionner. J'ai dit oui. Ce week-end-là à Paris, je ne vais pas vous le décrire dans ses détails touristiques, parce que ce n'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, c'est que mon fils et moi avons marché dans Paris pendant 2 jours, et que pour la première fois depuis que je me souvenais, il m'a posé des questions sur ma vie à moi, sur mon travail, sur les ateliers, sur ce que c'était de passer sa carrière à entretenir des machines qui transportaient des millions de personnes, sur ce que j'avais appris. Je l'ai regardé me poser ces questions et j'ai cherché la performance sociale dedans, le geste de quelqu'un qui fait quelque chose qu'il croit devoir faire. Je ne l'ai pas trouvé. Il était genuinement curieux. Peut-être pour la première fois. Peut-être parce que quelque chose dans ce qui s'était passé au mariage l'avait forcé à regarder d'un endroit différent ce qu'il avait toujours su être là sans jamais vraiment le voir. Le soir du premier jour, on a dîné dans un restaurant ordinaire, le genre d'endroit avec des tables en bois et de la cuisine de bistrot, rien qui cherche à impressionner. Il m'a raconté une chose que je n'avais pas su. Il m'a dit que la semaine qui avait précédé le mariage, quand il était en train de mettre en place ce qu'il avait mis en place,
Il avait eu un moment de très grande clarté dans lequel il avait compris exactement ce qu'il était en train de faire et qu'il aurait dû s'arrêter, qu'il avait eu ce moment et qu'il n'avait pas agi dessus. Je lui ai demandé pourquoi. Il a réfléchi un moment. Puis il a dit que la peur d'un jugement social immédiat avait été plus forte que la compréhension de ce qu'il allait causer, et que c'était quelque chose dont il n'était pas fier et qu'il ne savait pas encore vraiment comment vivre avec. J'ai dit que vivre avec quelque chose qu'on avait fait de travers était plus difficile que ne pas le faire, que c'était le prix à payer de l'honnêteté avec soi-même, et que ce prix-là, à long terme, était moins cher que l'alternative. Il a écouté. Il n'a pas dit que j'avais raison. Il a juste hoché la tête de la façon dont les gens hochent la tête quand ils entendent quelque chose qu'ils ont besoin de porter un moment avant de savoir si c'est vrai. C'était suffisant pour ce soir-là. Ce qui s'est passé dans les semaines et les mois suivants ce week-end à Paris a eu la lenteur des choses qui se reconstruisent, honnêtement. Il n'y a pas eu de grande réconciliation dramatique. Il n'y a pas eu de déclaration solennelle. Il y a eu des appels téléphoniques qui duraient un peu plus longtemps. Des nouvelles questions dans ces appels. Un déjeuner à Nantes en novembre quand Théodore et Camille sont venus pour le week-end de la Toussaint. Un autre en janvier. Des conversations qui avaient une qualité différente des conversations d'avant. Moins lisses, moins contrôlées, avec des bords. Et puis quelque chose que je n'avais pas anticipé s'est produit. Éric Vallon m'a envoyé un message. Je n'avais plus eu de contact avec lui depuis le mariage. J'avais eu son numéro parce que nous nous étions échangés nos coordonnées ce soir-là, dans le domaine de la Sèvre, avec la vague intention de se reparler sans savoir vraiment pourquoi ou quand. Son message était court. Il disait qu'il avait quelque chose à me montrer et qu'il aimerait qu'on se retrouve si j'y étais disposé. Il avait ajouté que ce n'était pas pressé et que si ça ne me semblait pas nécessaire, il comprendrait tout à fait. Je lui ai répondu qu'on pouvait se voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café du passage Pommeraye, à Nantes, un mercredi en début d'après-midi. Je n'étais pas revenu dans le passage Pommeraye depuis je ne savais plus combien de temps. C'est un des endroits de Nantes que j'aimais quand j'étais jeune. Cette galerie marchande du XIXe siècle avec ses escaliers en ferronnerie et sa verrière, et cette qualité d'un autre temps qui coexiste avec les commerces ordinaires d'aujourd'hui. Martine avait acheté la cravate dans une des boutiques de ce passage. Je ne l'avais pas réalisé en acceptant le rendez-vous. Je l'ai réalisé en arrivant. Éric Vallon était déjà là, avec un café et son grand sac photo. Il s'est levé en me voyant entrer, m'a serré la main avec la même poignée directe que dans le parking. On a commandé. Il avait l'air d'avoir réfléchi à ce qu'il allait me dire. Il a commencé par m'expliquer sa façon de travailler. Quand il finissait un mariage, il sélectionnait les photographies officielles pour la famille, celles qui avaient été demandées, les portraits formels, les moments protocolaires. Mais il gardait toujours les autres, les images non posées, les fragments de réalité que la caméra avait capturés entre les scènes préparées. Certains photographes effaçaient ces images-là. Lui les conservait. Il n'avait pas toujours su pourquoi. Il avait développé l'intuition, sur 12 ans de métier, que ce qui se passait dans les marges d'un mariage était parfois plus éloquent que le mariage lui-même. Pour le mariage de Théodore, il avait fait sa sélection habituelle. Les photos officielles, transmises à la famille. Et puis, il avait regardé les autres, les vidéos automatiques de sa deuxième caméra. Et il avait vu ce qu'il avait vu. Il avait hésité longtemps avant de venir me trouver dans le parking ce soir-là. Ce n'était pas son rôle, m'a-t-il dit. Un photographe de mariage n'est pas un arbitre de situation familiale. Il est là pour documenter ce qu'on lui demande de documenter. Venir chercher le père du marié dans le parking était une transgression de son rôle professionnel habituel, et il en avait conscience. Mais il avait une fille. Elle avait 7 ans. Et quand il avait regardé ce qu'il y avait sur cette caméra, il avait pensé à ce que ça voudrait dire pour lui si dans 25 ans, sa fille l'avait laissé dans une voiture pendant 4 heures. Et cette pensée-là avait été plus forte que la prudence professionnelle. Je lui ai dit que j'étais content qu'il soit venu me trouver. Il a sorti de son sac photo une enveloppe format A4 cacheté. Il me l'a tendue
et a dit qu'à l'intérieur se trouvaient 2 tirages photographiques, pas les photos officielles du mariage. Les 2 images qu'il avait faites dans la salle de réception ce soir-là, quand j'étais entré, et que les choses avaient eu lieu de la façon dont elles avaient eu lieu. J'ai ouvert l'enveloppe. La première photographie montrait le moment où Gilles Bernardin me serrait la main. On y voyait nos 2 profils, lui légèrement de côté, moi presque de face, sa main dans la mienne. L'expression de son visage était précisément celle que j'avais vue ce soir-là, cette expression directe et sans calcul d'un homme qui fait ce qui lui semble évident. Mon expression à moi, je ne l'avais pas vue ce soir-là parce qu'on ne voit pas sa propre expression dans ces moments. Sur la photographie, je la voyais. Il y avait quelque chose dans mon visage que je ne reconnaissais pas immédiatement. Pas de la fierté, pas de la tristesse. Quelque chose qui était peut-être de la dignité, si la dignité peut se lire sur un visage, ce calme particulier d'un homme qui a traversé quelque chose de difficile et qui se tient encore debout. La deuxième photographie montrait mon fils et moi, le moment juste après qu'il avait dit « papa » et juste avant que nous disions autre chose. On était très proches l'un de l'autre. Lui, légèrement plus grand que moi maintenant, il l'avait été depuis ses 20 ans. Et dans cet espace entre nos 2 visages, dans cette proximité que la photo avait figée, il y avait quelque chose d'indéchiffrable et d'évident en même temps, quelque chose qui ne se produisait que dans les relations où il y avait eu beaucoup de temps et beaucoup de vie partagée, même imparfaitement, même avec des distances, même avec des erreurs. J'ai regardé ces 2 photographies longtemps dans ce café du passage Pommeraye. Éric Vallon buvait son café sans rien dire. La verrière au-dessus de nous laissait entrer une lumière d'hiver douce et diffuse. J'ai dit « merci ». Il a dit « ces images vous appartiennent, à vous et à personne d'autre ». Je les ai gardées dans l'enveloppe. Je les ai emportées chez moi. Et ce soir-là, j'ai posé l'enveloppe sur le buffet à côté de la photo de Martine et de la cravate. Et je les ai laissées là un moment avant de décider quoi en faire. Voilà. Je veux reprendre mon souffle ici. Vous savez, il y a des parties de cette histoire que j'aurais pu ne pas raconter. Des parties que j'aurais pu simplifier, adoucir, présenter d'une façon qui me fasse paraître simplement comme une victime ou simplement comme quelqu'un qui a eu raison. Mais ce ne serait pas honnête. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je veux que ce soit honnête ou que ça ne soit rien. Dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Votre ville, votre département, votre pays. Quelle heure est-il là où vous êtes? Il y a toujours quelqu'un qui regarde ces vidéos à une heure particulière pour une raison particulière. Laissez-le dans les commentaires. Un like si cette histoire vous touche. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Et laissez-moi continuer, parce que ce qui vient ensuite, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à traverser dans tout ça, et aussi celle qui a compté le plus. Il y avait une chose dont je n'avais pas encore parlé. Une chose que j'avais gardée dans le silence de ma tête depuis le mariage et que je n'avais partagée avec personne, ni Bernard, ni Michel, ni Théodore lui-même dans nos conversations qui devenaient plus honnêtes. C'était une question sur moi-même. Pendant ces 4 heures dans la voiture, j'avais fait quelque chose que j'avais tendance à ne pas faire ordinairement. Je m'étais demandé qui j'étais vraiment, en dehors de ce que les autres attendaient de moi, en dehors du père, en dehors du mécanicien retraité, en dehors du veuf qui s'en sortait bien, en dehors de l'habitant du quartier Saint-Félix qui avait ses routines et ses habitudes, et son fauteuil gris et son café du matin debout dans la cuisine. La question avait commencé comme ça. Qu'est-ce que je valais? Pas dans le sens financier, dans le sens humain, dans le sens de ce que j'aurais à mettre sur la table si on me demandait de justifier ma présence sur cette planète autrement que par ma fonction ou mon utilité ou mon rôle dans des relations définies. Qu'est-ce que j'étais, moi, Jacques Moreau, indépendamment de ce que je faisais pour les autres? C'est une question que les gens actifs ne se posent souvent qu'en crise. Les hommes de ma génération encore moins que les autres. On nous avait appris à nous définir par notre travail, notre famille, notre utilité sociale. Un homme qui ne travaille pas n'est pas un homme qui se repose. C'est un homme qui cherche à quoi se raccrocher.
La retraite avait été ce moment-là pour beaucoup de mes anciens collègues. Certains l'avaient traversé avec souplesse, d'autres avaient mis du temps. Moi, j'avais eu la maladie de Martine et sa mort pour m'éviter la question de la retraite. J'avais été occupé par autre chose, par quelque chose d'immense et de douloureux qui avait rempli l'espace que la retraite aurait laissé vide. Et après, les habitudes avaient repris le relais. Le café avec Michel, les promenades, la maison bien tenue, le contact régulier avec les enfants, une vie bien organisée qui avait une forme respectable. Mais dans cette voiture, la question était revenue sans habitude pour la bloquer. Et ce qui m'était apparu dans la chaleur de septembre, avec les mésanges entre les roues des voitures et le clocher de l'église au loin, c'est que je ne savais pas vraiment répondre. Pas parce que la réponse était mauvaise, parce que je ne m'étais jamais posé la question de façon sérieuse et que les questions qu'on ne pose pas finissent toujours par vous trouver à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que je valais indépendamment de ce que je faisais pour les autres? Cette question-là, je l'ai portée pendant l'automne et l'hiver qui ont suivi le mariage. Je l'ai portée sans chercher à y répondre trop vite, parce que les réponses rapides aux questions profondes sont généralement des réponses de façade. Je voulais une vraie réponse ou pas de réponse du tout. Ce qui m'aidait, je l'ai découvert progressivement, c'était de faire des choses avec mes mains. Pas pour les ateliers, pour moi, chez moi. J'avais un vélo dans la cave depuis une dizaine d'années. Un vélo de randonnée que Martine et moi avions acheté avec l'idée de faire des sorties le week-end et que nous n'avions finalement utilisé que quelques fois. Je l'ai ressorti. Je l'ai démonté entièrement dans le salon, pièce par pièce, avec la précision et le soin qu'on apporte aux choses qui méritent d'être remises en état correctement. J'ai commandé les pièces qui manquaient. J'ai nettoyé. J'ai huilé. J'ai réglé les dérailleurs avec la patience de quelqu'un qui sait que les mécanismes délicats ne tolèrent pas la précipitation. Ça m'a pris 3 semaines en travaillant le soir après le dîner. Quand le vélo a été prêt, je l'ai posé au milieu du salon et je l'ai regardé. Pas avec fierté, avec quelque chose de plus calme et de plus satisfaisant. La satisfaction d'un travail fait correctement. La satisfaction de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui l'a fait. Cette satisfaction-là, je l'avais connue des milliers de fois dans les ateliers. Je l'avais un peu perdue depuis la retraite sans m'en rendre compte. La retrouver dans mon salon avec un vieux vélo démonté et remonté m'avait dit quelque chose sur qui j'étais qui avait répondu, au moins partiellement, à la question que j'avais portée depuis septembre. J'étais quelqu'un qui savait faire. Pas dans un sens limité et technique, dans un sens plus large. Je savais comment les choses fonctionnaient. Je savais comment les remettre en état. Je savais reconnaître ce qui était dévié et comment le ramener à l'équilibre. Ces compétences-là, que j'avais exercées dans un contexte professionnel pendant 38 ans, existaient indépendamment du contexte. Elles existaient en moi. Et elles avaient de la valeur même si personne ne les avait payées en dernier lieu. Ce n'était pas toute la réponse, c'était le début d'une réponse. Mais c'était suffisant pour continuer. En février, 4 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre. Pas un email, une lettre. Dans une enveloppe correctement affranchie, adressée à mon nom et à mon adresse avec une écriture à la main que je ne reconnaissais pas. Le cachet postal indiquait Paris, 16e arrondissement. À l'intérieur, une feuille de papier épais, quelques lignes seulement. L'écriture était régulière et appliquée. L'écriture d'un homme qui avait appris à écrire, à une époque où l'écriture était une compétence qu'on enseignait avec soin. La lettre était de Gilles Bernardin. Il me disait qu'il avait pensé à moi depuis le mariage et qu'il souhaitait me présenter ses excuses, même si ce n'était pas lui qui avait pris les décisions qui m'avaient affecté. Il estimait que sa qualité de beau-père de mon fils lui conférait une responsabilité dans ce qui s'était passé, parce que le monde social qu'il représentait était le monde dans lequel mon fils avait cherché à s'intégrer, et que si ce monde avait exercé une pression même implicite qui avait conduit Théodore à faire des choix blessants, alors il se sentait concerné. Il ajoutait autre chose, vers la fin de la lettre, quelque chose que je n'attendais pas. Il disait qu'il avait lui-même été mécanicien avant de bifurquer vers les études de gestion à 30 ans sur les conseils d'un contremaître qui avait vu autre chose en lui,
que ses mains avaient connu la graisse et l'acier pendant presque 6 ans, et qu'il avait parfois, dans les dîners d'affaires et les réceptions formelles, le sentiment confus que la personne la plus intéressante dans la pièce était celui dont on ne parlait pas parce qu'il ne portait pas le bon titre. Il terminait en disant que, si je passais un jour à Paris, il aimerait prendre un café. Je suis resté avec cette lettre dans les mains un long moment dans le fauteuil gris. Martine aurait trouvé quelque chose de précis à dire sur cet homme. Quelque chose qui m'aurait fait sourire et réfléchir en même temps. Je l'ai imaginé lire la lettre par-dessus mon épaule, comme elle faisait parfois pour le courrier qui méritait d'être réfléchi à deux. Je n'entendais pas ce qu'elle aurait dit, mais j'avais la sensation qu'elle n'aurait pas été surprise, qu'elle aurait peut-être hoché la tête de cette façon particulière, qui signifiait que les choses allaient dans le bon sens, même si le chemin avait été difficile. J'ai répondu à Gilles Bernardin la semaine suivante, à la main, sur du papier ordinaire, avec le stylo à billes que j'avais depuis 20 ans et que je n'utilisais que pour les choses qui méritaient d'être écrites à la main. Je lui ai dit que je ne cherchais pas d'excuses de sa part, mais que sa lettre m'avait touché, et que si l'occasion se présentait, oui, un café me semblait une bonne idée. Ce café a eu lieu en mars. Je suis allé à Paris pour la journée. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit simple du 16e arrondissement, loin des signes extérieurs de sa réussite. Il était arrivé le premier, assis avec un café déjà entamé, en veste sans cravate. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je vous raconterai cette conversation dans la suite. Parce qu'elle mérite d'être racontée complètement. Et parce que ce qui s'est dit dans ce café a changé quelque chose dans ma façon de voir ce que cette histoire était vraiment. Mais avant ça, je veux vous parler de quelque chose que j'ai compris progressivement dans tous ces mois. Quelque chose sur le temps, sur la façon dont le temps travaille différemment selon qu'on est jeune ou qu'on a l'âge que j'ai. À 20 ans, le temps est un ennemi. On veut que les choses arrivent vite. On est impatient avec les processus lents parce qu'on a l'impression que chaque moment qui passe est un moment perdu, un moment où quelqu'un d'autre avance pendant qu'on attend. À 59 ans, le temps devient autre chose. Il devient un allié si on apprend à travailler avec lui plutôt que contre lui. On comprend que les choses qui valent vraiment la peine prennent le temps qu'il leur faut, pas le temps qu'on voudrait leur donner. Que la précipitation dans les situations humaines complexes produit des résultats de façade qui ne tiennent pas. Que la patience n'est pas de la passivité. C'est une forme active de confiance dans le processus. Cette confiance-là, j'ai mis du temps à l'avoir. Elle n'est pas venue naturellement. Elle est venue de l'expérience. De voir des choses qui semblaient définitivement cassées se reconstruire parce que personne n'avait renoncé assez tôt pour les laisser finir de se casser. Des relations, des mécanismes, des situations. Les choses les plus solides que je connaissais avaient, toutes, à un moment ou à un autre, semblé irréparables. Je veux m'arrêter ici, 1 seconde avant que vous partiez vers la suite. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment et qui est dans le milieu d'une situation difficile. Pas la même que la mienne, peut-être quelque chose de complètement différent. Mais ce sentiment particulier de ne pas savoir si les choses peuvent encore se réparer. Si ce quelqu'un c'est vous, je vous demande de rester. Pas parce que j'ai des réponses toutes faites. Parce que ce que je vais vous raconter dans la suite parle exactement de ça. De ce qui se passe quand on refuse d'arrêter de croire que la réparation est possible. Dites-moi d'où vous regardez. Votre ville, votre pays. Laissez-le dans les commentaires. Laissez un like si cette histoire vous a rejoint quelque part. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et laissez-moi vous donner la suite. Le café avec Gilles Bernardin a duré 2 heures et demie. Il avait commandé un 2e café au bout d'1 heure et m'en avait offert un 3e au bout de 2 heures. Et nous étions restés là jusqu'à ce que la salle se vide presque entièrement autour de nous, sans nous en apercevoir parce que la conversation avait absorbé le temps, de la façon dont les conversations importantes absorbent le temps quand 2 personnes décident d'aller vraiment quelque part. Ce qui m'avait d'abord frappé dans cet homme, ce matin-là de mars dans un café du 16e arrondissement, c'était sa façon d'écouter. Pas la façon dont beaucoup de gens qui ont réussi écoutent,
en préparant leurs réponses pendant que l'autre parle et en ne retenant que ce qui leur permet de rebondir sur ce qu'ils voulaient dire de toute façon. Une écoute réelle, présente, avec quelque chose dans les yeux qui disait qu'il était là pour comprendre, pas pour valider ce qu'il pensait déjà. Il m'a demandé de lui parler des ateliers, pas comme on pose une question de politesse pour amorcer une conversation, comme quelqu'un qui veut savoir. Je lui ai parlé des ateliers, de ce que c'était que d'arriver le lundi matin avec un problème complexe que les collègues du week-end n'avaient pas résolu et de passer la matinée à le démêler méthodiquement. De la satisfaction précise de trouver l'origine d'un dysfonctionnement que personne n'avait localisé. Du fait que les moteurs des trains ont une logique interne, que l'expérience apprend à sentir avant même que les instruments le confirment. Du silence particulier des ateliers en fin de journée, quand les outils étaient rangés et que les machines réparées attendaient leur prochain service. Il écoutait avec une attention soutenue. Et à un moment, il a dit quelque chose qui m'a arrêté. Il a dit « Ce que vous décrivez, c'est exactement ce que je faisais dans ma première vie. Chercher l'origine d'un défaut, comprendre la logique d'un mécanisme avant que les instruments vous le montrent. J'ai passé 6 ans à faire ça dans une usine de Rouen. Et puis j'ai bifurqué. Je lui ai demandé s'il regrettait la bifurcation. Il a souri d'une façon qui n'était pas simple. Il a dit « Je ne regretterais pas si la bifurcation n'avait emporté que moi. Mais les bifurcations emmènent aussi les gens autour de soi dans des directions qu'on ne leur a pas demandé de choisir. Et ça, c'est plus difficile à évaluer. » Je crois qu'il parlait de quelque chose qui concernait sa propre famille autant qu'il parlait de la mienne. Je n'ai pas cherché à le faire préciser. Certaines confidences ont de la valeur précisément parce qu'elles restent à mi-mot. Mais ce qu'il avait dit m'avait donné quelque chose à penser. La bifurcation. Le fait de changer de monde et les conséquences de ce changement sur ce qu'on aime. C'était ça, en réalité, ce que Théodore avait vécu. Il n'était pas fondamentalement quelqu'un de mauvais, qui avait fait un choix mauvais. Il était quelqu'un qui avait bifurqué, comme Gilles Bernardin avant lui, et qui n'avait pas su gérer les conséquences de sa bifurcation sur quelqu'un qui n'avait pas bifurqué avec lui. La différence entre Gilles Bernardin et Théodore, c'était peut-être simplement le temps. Gilles Bernardin avait eu 30 ans de plus pour réfléchir à ce que ses choix avaient coûté aux autres. Théodore avait 31 ans et venait juste de commencer à regarder ce que les siens avaient coûté. Ce café m'avait donné une chose précieuse. Pas une absolution de ce qui s'était passé. Pas une explication qui excusait tout. Une perspective. La perspective de quelqu'un qui avait vécu quelque chose de similaire de l'intérieur et qui avait eu assez de temps pour voir ce que ça signifiait vraiment. En rentrant à Nantes ce soir-là, dans le train cette fois parce que j'avais pris le TGV pour la journée, j'ai regardé par la fenêtre les paysages qui défilaient dans la lumière de mars, les champs de la Beauce encore gris de l'hiver, les premiers signes du printemps dans les lisières de forêt, la Loire qui apparaissait et disparaissait au loin selon les courbes de la voie. Ces paysages-là, je les avais regardés des centaines de fois dans l'autre sens, dans les trains que j'entretenais moi-même. Il y avait quelque chose de particulier à les regarder depuis la fenêtre d'un wagon, de l'autre côté du mécanisme que j'avais consacré ma vie à entretenir. Je n'avais pas dormi dans le train. Je n'avais pas lu non plus. J'avais juste regardé défiler la France entre Paris et Nantes et j'avais pensé à ce que tout ça allait devenir. Non pas au sens de ce que ça allait donner entre Théodore et moi. Ça, j'avais appris à ne pas le prévoir trop précisément, parce que les relations humaines obéissent rarement aux prévisions qu'on en fait, au sens de ce que moi j'allais faire de tout ça, comment j'allais l'habiter, comment je me voyais dans les années qui venaient. Il y avait une chose que j'avais comprise dans les mois qui avaient suivi le mariage, à travers les conversations avec Théodore, à travers le remontage du vélo, à travers la lettre de Gilles Bernardin, à travers le café du passage Pomereil avec Éric Vallon. Une chose simple et difficile à la fois. Je n'avais pas besoin d'être réhabilité par quelqu'un d'autre pour savoir ce que je valais. Ce n'est pas une phrase que je dis avec la satisfaction de quelqu'un qui a tout résolu. C'est une phrase que je dis parce qu'il m'a fallu 59 ans et une journée dans un parking pour commencer à la vivre vraiment. Et que la vivre vraiment, ça ne signifie pas qu'on n'est plus jamais blessé par le regard des autres. Ça signifie que le regard des autres n'est plus la source principale à partir de laquelle on se définit.
La différence semble petite. Elle change tout. En avril, 5 mois après le mariage, Théodore m'a demandé si je voulais voir les photographies officielles du mariage. Il les avait reçues depuis quelques semaines et il avait hésité avant de me les proposer. Il m'a dit qu'il comprendrait si je préférais ne pas les voir. J'ai dit que oui, je voulais les voir. Nous les avons regardées ensemble sur son ordinateur lors d'un de ses passages à Nantes. Des très belles photographies. Éric Vallon était clairement quelqu'un de talentueux. La lumière, les compositions, les moments saisis, tout avait la qualité d'un travail fait par quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. Et dans ces photographies, on voyait un beau mariage, une belle cérémonie, des gens heureux. Camille rayonnante. Mon fils avec ce sourire qui était le sien depuis qu'il était tout petit, légèrement asymétrique, un peu plus développé du côté droit. On y voyait aussi, dans quelques photographies prises pendant le vin d'honneur, un homme d'une 60aine d'années en costume bleu marine. Élégant, bien tenu, qui souriait au bon moment et regardait dans les bonnes directions et posait avec la maîtrise de quelqu'un qui savait faire ça. Je l'ai regardé dans ces photographies et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, pas de l'amertume, une sorte de compassion calme. Cet homme avait fait un travail. Il avait fait ce travail du mieux qu'il avait pu. Et à un moment, selon ce qu'Éric Vallon m'avait dit, il avait senti que ce travail n'était pas juste, et il l'avait dit. Dans le contexte de ce qu'il vivait, c'était peut-être tout ce qu'il pouvait faire. À la fin du diaporama, Théodore a fermé l'ordinateur. Il y a eu un silence. Puis il a dit « Ces photos sont belles, mais elles ne montrent pas ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. » J'ai dit « Je sais, j'en ai 2 qui montrent ce qui s'est vraiment passé. » Il a levé les yeux vers moi. Je lui ai parlé des 2 tirages d'Éric Vallon. Il ne savait pas qu'ils existaient. Je lui ai dit que je ne les avais pas montrés à tout le monde et que je n'avais pas l'intention de les montrer pour justifier quoi que ce soit. Qu'elles étaient chez moi sur le buffet à côté de la photo de Martine et qu'elles y resteraient, peut-être longtemps ou peut-être pas, selon comment les choses évoluaient. Il a demandé s'il pouvait les voir un jour. J'ai dit que oui, un jour, quand le moment semblerait juste. Ce moment est venu 3 mois plus tard, en juillet, lors d'un week-end où Théodore et Camille étaient venus à Nantes pour les vacances. Camille était enceinte depuis 2 mois. Ils venaient de l'annoncer à la famille. Il y avait dans la façon dont Théodore avait annoncé la nouvelle quelque chose de différent de la façon dont il annonçait les choses d'habitude. Moins de mise en scène, moins de contrôle de la situation. Quelque chose de plus ouvert. Le soir du premier jour, après le dîner, Théodore et moi étions seuls dans le salon. Camille s'était couchée tôt, la grossesse la fatiguait dans ses premiers mois. On avait bu chacun un verre, lui du vin, moi un café. La lampe du salon faisait une lumière douce et les bruits de la rue au dehors avaient la qualité particulière des soirs d'été à Nantes quand les fenêtres sont ouvertes et que la ville respire. J'ai pris l'enveloppe sur le buffet. Je l'ai ouverte. J'en ai sorti les 2 tirages. Je lui ai donné d'abord la photographie de la poignée de main avec Gilles Bernardin. Il l'a regardée longtemps. Il l'a tournée dans ses mains pour voir si l'angle différent changeait ce qu'il voyait. Son beau-père, qu'il connaissait intimement, vu de l'extérieur dans un moment de décision morale simple. Son propre père en face, dans un costume gris anthracite acheté pour l'occasion, avec une expression que je ne lui avais pas décrite parce que je n'avais pas les mots. Puis je lui ai donné la deuxième, la photographie de nous 2 dans les premières secondes de notre rencontre dans la salle de réception. Il a regardé cette photographie plus longtemps encore. Je ne le regardais pas regarder. Je regardais la fenêtre, les lumières des immeubles d'en face, le couple du 3e étage dont je ne voyais plus rien à cette heure-là parce qu'ils étaient couchés, probablement, dans leur appartement ordinaire avec leur vie ordinaire. Théodore a dit une chose. Il a dit « On voit qui on est vraiment dans les photos qu'on n'a pas demandé ». J'ai répondu que c'était ce qu'un bon photographe sachait, que les meilleures photographies n'étaient jamais celles qu'on organisait. Il a posé les 2 tirages sur la table basse. Il les a regardés encore un moment depuis cet angle-là. Et puis il a dit quelque chose d'autre, à voix basse,
pas vers moi, mais pas non plus vers personne de particulier. Il a dit « L'enfant qui va naître va avoir un grand-père ». Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une demande de pardon formulée différemment. C'était une déclaration simple sur l'avenir. Le genre de déclaration qu'on fait quand on a réfléchi à quelque chose et qu'on en a tiré une conclusion et qu'on veut que cette conclusion soit dite à voix haute pour qu'elle existe dans le monde réel et pas seulement dans sa tête. J'ai dit « oui ». Un seul mot, suffisant. Je veux vous dire quelque chose directement avant de continuer. Pas sur l'histoire, sur vous. Certains d'entre vous qui me regardez en ce moment portent quelque chose de lourd depuis longtemps. Une relation abîmée, une chose non dite depuis des années. Quelque chose entre vous et quelqu'un que vous aimez qui s'est figé dans une position difficile et dont vous ne savez pas comment le défiger. Je ne prétends pas que mon histoire vous donne une méthode. Chaque situation est différente, chaque famille est différente. Chaque blessure a sa propre forme et son propre chemin de guérison. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le simple fait de ne pas abandonner, de rester présent, de refuser que la distance soit définitive, ça compte. Ça compte même quand on ne le voit pas compter. Ça travaille en dessous, lentement, comme les choses lentes qui tiennent. Dites-moi d'où vous regardez. Votre ville, votre région. Quelle heure est-il là-bas? Laissez-le dans les commentaires. Un like si ce que je vous dis ce soir signifie quelque chose pour vous. Abonnez-vous pour les histoires quotidiennes. Et restez pour la fin de cette histoire parce que la fin, c'est là que tout ce que j'ai raconté prend son sens complet. En septembre, exactement 1 an après le mariage, quelque chose s'est produit que je n'avais pas prévu. Éric Vallon m'a rappelé. Il ne m'avait pas recontacté depuis le café du Passage Pommerais en février. Nos vies avaient leur trajectoire séparée et rien n'indiquait qu'elles se croiseraient à nouveau au-delà de l'occasion singulière qui les avait réunies. Son numéro est apparu sur mon téléphone un mercredi soir et j'ai répondu avec la légère surprise de quelqu'un qui n'attendait pas cet appel, mais qui est content de le recevoir. Il m'a demandé si je me souvenais de lui avoir parlé du projet de promenade à vélo que j'avais évoqué lors de notre conversation. Je m'en souvenais. J'avais mentionné en passant que le vélo remonté était maintenant en état et que j'avais l'idée de faire un trajet plus long, peut-être longeant la Loire sur les chemins aménagés, peut-être jusqu'à Angers ou plus loin si les gens me suivaient. Il m'a dit qu'il avait un client à Angers pour un reportage photo le mois d'octobre suivant et qu'il avait l'idée de faire une partie du trajet à vélo depuis Nantes pour se changer les idées et voir le paysage différemment. Il m'a demandé si ça m'intéresserait de faire ce bout de route ensemble. J'ai dit oui sans prendre le temps de réfléchir. Cette réponse immédiate m'a surpris moi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui dit oui vite aux choses nouvelles. Pas par méfiance, par prudence. Une prudence apprise sur des années de métier où précipiter une décision pouvait avoir des conséquences réelles sur des machines qui transportèrent des gens. Mais pour cet homme-là, pour cette proposition-là, le oui était venu avant que la prudence ait eu le temps d'intervenir. Peut-être parce que Éric Vallon était quelqu'un qui s'était présenté au bon moment et qui avait fait la bonne chose pour les bonnes raisons. Et que les gens comme ça méritent qu'on dise oui rapidement quand ils proposent quelque chose de simple et de bien. Nous avons fait ce trajet en octobre. 2 jours sur les chemins de la Loire, entre Nantes et Angers. Le temps était frais. Le genre de fraîcheur d'octobre qui est agréable quand on pédale et qui mordait un peu aux pauses. Le paysage le long de la Loire en automne a une qualité particulière. Les peupliers, commençant à perdre leurs feuilles, le fleuve large et lent, les châteaux et les vignes et les villages qu'on traverse depuis des chemins qui n'appartiennent ni à la route ni au fleuve, mais à quelque chose entre les deux. Nous avons peu parlé pendant les tronçons. Le vélo n'est pas un endroit pour les grandes conversations. C'est un endroit pour être en mouvement et regarder les choses défiler et avoir dans la tête le calme particulier que l'effort physique régulier produit quand il dure longtemps. Nous avons beaucoup parlé aux pauses et le soir au gîte où nous avions dormi entre les 2 étapes. Il me parlait de son métier, de ce que signifiait passer sa vie à documenter des moments que les gens voulaient garder, de la façon dont une photographie était toujours une décision, le cadre qu'on choisissait, ce qu'on incluait et ce qu'on laissait dehors, et que cette décision disait autant sur celui qui photographiait
que sur ce qui était photographié. Je lui parlais des mécanismes, de la façon dont un problème dans un mécanisme complexe se révèle par des signes qu'on apprend à lire. Un son légèrement différent. Une résistance qui n'est pas exactement là où elle devrait être. Une vibration dans les mains qui dit quelque chose que les instruments n'ont pas encore capté. Et de comment 38 ans de lecture de ces signes vous donnaient une forme d'intuition qui n'était pas de la magie, mais de l'expérience accumulée, de la connaissance logée dans le corps autant que dans l'esprit. Il m'a dit à un moment, sur un chemin longeant un bras secondaire de la Loire, quelque chose que j'ai mis du temps à placer, mais qui a finalement trouvé son endroit. Il m'a dit « Ce que vous décrivez, c'est la même chose que ce que je fais. Lire des signes, voir ce qui est là avant que ça soit visible pour tout le monde. La différence, c'est juste le médium. Je n'avais jamais pensé à mon travail comme ça. Je l'avais toujours pensé comme un travail manuel, pratique, ancré dans la matière. Et il était tout ça. Mais il était aussi ça. La lecture patiente de signes subtils. La compréhension d'un langage que les machines parlaient, pour peu qu'on sache écouter. Une forme d'attention soutenue au monde concret qui n'était pas si différente dans sa structure profonde de l'attention qu'un photographe portait à la lumière et aux expressions et aux moments. Ce rapprochement-là m'a donné quelque chose. Pas une révélation dramatique, une nuance, une façon légèrement différente de voir ce que j'avais été et de comprendre que ce que j'avais été avait plus de valeur et plus de richesse que je n'avais su le formuler, peut-être même que Théodore n'avait su le voir. Le deuxième jour du trajet, à mi-chemin entre Saint-Mathurin-sur-Loire et Angers, dans une descente douce sur un chemin pavé entre deux rangées de peupliers, j'ai eu un moment où tout ce que je portais depuis 1 an m'a semblé moins lourd d'un coup. Pas disparu. Moins lourd. La façon dont une valise que vous portez depuis longtemps vous semble un peu moins lourde quand vos épaules se sont habituées et que votre corps a trouvé le bon équilibre pour la porter. Cette légèreté-là, je ne l'ai pas cherchée. Elle est venue. Dans un chemin de Loire en octobre, sur un vélo que j'avais démonté et remonté pièce par pièce dans mon salon, en compagnie d'un homme que j'avais rencontré dans les circonstances les plus improbables de ma vie. La vie a des façons de proposer des choses qu'on n'aurait pas su demander. En novembre, 2 mois après le premier anniversaire du mariage, ma belle-fille Camille a accouché. Un garçon, 3,7 kg. Ils l'ont appelé Pierre, un prénom simple et solide que j'avais entendu prononcer pour la première fois lors d'un appel téléphonique de Théodore, un dimanche soir. Sa voix avec de nouveau ce tremblement particulier, des gens qui viennent de recevoir quelque chose de grand et qui ne savent pas encore tout à fait comment le tenir. Je suis allé à Paris le lendemain. J'ai pris le TGV à 6 heures du matin, j'étais dans la chambre d'hôpital à 9h30. Camille était fatiguée et rayonnante d'une façon que je n'avais pas vue chez elle avant, cette fatigue profonde et heureuse des accouchements récents. Théodore avait les yeux cernés, et cet air légèrement égaré des nouveaux pères qui ont passé une nuit à côté de quelque chose d'immense et qui ne savent pas encore comment ça change tout. Pierre dormait dans le berceau à côté du lit. Je me suis approché. Je ne sais pas si les grands-pères ont tout ce moment-là, ce moment où on regarde un nourrisson qui porte une partie de ce qu'on a été et qu'on ne peut pas encore voir dans les traits minuscules et encore indéfinis de ce visage tout neuf. Ce moment où le temps fait quelque chose d'étrange, où on se retrouve à penser en même temps à ce qu'on a été au début et à ce qu'on est maintenant et à ce que cet être-là va être un jour, toutes ces temporalités superposées dans un instant qui ne dure que quelques secondes mais qui a la densité de quelque chose de beaucoup plus long. Je lui ai dit quelque chose à voix très basse. Je ne l'ai pas dit à Théodore. Je ne l'ai pas dit à Camille. Je l'ai dit à ce bébé qui dormait et qui n'entendait pas encore le sens des mots, mais qui entendait peut-être la qualité du son, la chaleur du timbre, la façon dont une voix peut porter quelque chose même quand les mots n'arrivent pas encore. Je lui ai dit que j'étais là. Juste ça. Je suis là. C'est peut-être la chose la plus importante qu'un grand-père puisse dire. Je vais vous demander une dernière chose avant que je vous donne la fin de cette histoire. La vraie fin. Pas la fin de l'anecdote, ça je vous l'ai donné. La fin de ce que ça signifie et de ce que j'emporte.
Si vous avez été là avec moi depuis le début, si vous avez suivi ce vieux mécanicien de Nantes depuis le parking de l'église Saint-Nicolas jusqu'à cette chambre d'hôpital de Paris, je veux que vous sachiez que vous avez donné quelque chose de précieux ce soir, votre temps et votre attention. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Dites-moi d'où vous regardez, votre ville, votre région, votre pays. Laissez-le dans les commentaires et laissez-moi un like si cette histoire a compté. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et demain, je vous donne la dernière partie de ce récit. La partie où je vous dis ce que j'ai vraiment appris de tout ça et pourquoi, quelque part, je suis presque reconnaissant pour ce dimanche de septembre dans un parking de Nantes. Pierre a 6 mois aujourd'hui. Je sais ça parce que Théodore m'a envoyé une photographie ce matin à 7h15, une photographie prise par Camille pendant le bain du matin, et Pierre regarde l'objectif avec cette expression des bébés de 6 mois qui découvrent que le monde est plus grand et plus intéressant qu'ils ne le pensaient la semaine précédente. Il a les yeux de sa mère et quelque chose dans la façon dont il tient sa tête qui me rappelle Théodore au même âge, se pord légèrement de côté comme s'il cherchait le meilleur angle sur les choses. J'ai regardé cette photographie longtemps dans ma cuisine, debout contre l'évier avec mon café du matin, avant de la poser sur le plan de travail pour la regarder encore en buvant. Dehors, Nantes commençait sa journée. Le tramway au loin. Les vélos sur les quais. Les lumières qui s'allumaient dans les immeubles d'en face. Les bruits ordinaires d'une ville ordinaire qui n'a pas conscience de ce qu'elle contient comme histoire dans ses appartements et ses voitures et ses cafés de quartier. Il y a quelque chose de particulier à regarder une photographie d'un petit enfant quand on a traversé ce que j'ai traversé dans l'année qui a précédé sa naissance. Une qualité différente de l'attention qu'on lui porte. Pas plus d'amour peut-être, mais une conscience plus aiguë de la fragilité de tout ça. De la façon dont les choses auraient pu se passer différemment. De combien de décisions, de mots prononcés ou non prononcés, de moments de courage ou de lâcheté, séparent le monde dans lequel ce petit garçon grandit avec un grand-père présent du monde dans lequel il aurait pu grandir sans le connaître vraiment. Ce sont des pensées que je n'ai pas souvent à voix haute. Elles habitent dans le fond, comme la basse continue d'une musique qu'on n'entend pas toujours mais qui donne sa couleur à tout le reste. Je veux vous raconter ce matin-là. Pas ce matin de mai avec la photographie de Pierre. Un autre matin, un matin de début mars, 8 mois après le mariage, un de ces matins de fin d'hiver à Nantes, où la lumière commence à changer, plus longue, plus dorée, avec quelque chose de prometteur dans la façon dont elle entre par les fenêtres, à une heure qui était encore sombre, 2 semaines auparavant. Je m'étais levé à 5h30 comme toujours. J'avais fait mon café, et j'étais allé m'asseoir dans le fauteuil gris avec ma tasse. Ce que je ne faisais pas d'habitude le matin, parce que le matin c'était debout dans la cuisine ou à table. Mais ce matin-là, j'avais eu envie du fauteuil. Depuis le fauteuil, je voyais le buffet. La photo de Martine, la cravate pliée à côté et l'enveloppe d'Éric Vallon avec les 2 tirages à l'intérieur. J'avais regardé tout ça dans la lumière du matin et j'avais essayé de comprendre ce que je ressentais. Pas ce que je pensais, ce que je ressentais, avec la précision qu'il faut pour nommer quelque chose correctement plutôt que d'utiliser un mot approximatif qui ne rend pas vraiment service. Ce que j'avais ressenti était difficile à nommer, mais je vais essayer, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette histoire. Ce n'était pas du pardon. Pas encore, ou pas de la façon dont le pardon est souvent représenté. Un geste grand et définitif qui efface et repart de zéro. Ce n'était pas non plus de la résignation, cette acceptation passive de ce qu'on ne peut pas changer. Ce n'était pas de la tristesse, même si la tristesse était là quelque part dans l'ensemble, de façon diffuse. Ce n'était pas non plus de la satisfaction, même si quelque chose de réparé dans les mois précédents me donnait un certain calme. Si vous êtes un fils ou une fille qui reconnaît dans Théodore quelque chose que vous ne voulez pas regarder, mais que vous regardez quand même, je veux vous dire ceci. Il n'est pas trop tard. Le geste simple, le coup de téléphone, le week-end, la question posée avec curiosité réelle, la main tendue, tout ça existe encore comme possibilité tant que les 2 personnes vivent, et même quand c'est difficile.
Même quand il faudra traverser de la gêne et de la maladresse et peut-être de la douleur pour arriver à quelque chose de vrai. La traversée en vaut la peine. Avant de terminer, je veux vous demander une dernière chose. Une seule. Si vous avez vraiment été là ce soir, si vous êtes allé du début à la fin avec ce vieux mécanicien de Nantes, laissez-moi un commentaire avec un seul mot. Ce mot, c'est présent. Juste ce mot. Parce que si vous avez écouté cette histoire en entier, vous comprendrez exactement pourquoi j'ai choisi ce mot-là. C'est le mot de tout ce que j'ai raconté ce soir. C'est le mot de ce qui ne peut pas être remplacé. C'est le mot de ce qui compte vraiment quand on enlève tout le reste. Présent. Laissez-le dans les commentaires. Et si vous voulez ajouter d'où vous regardez, votre ville, votre région, votre pays, faites-le. Je lis tout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Des histoires vraies, sur des gens ordinaires, qui traversent des choses extraordinaires et qui en ressortent avec quelque chose. Pas toujours de la sagesse en majuscule. Parfois juste une compréhension légèrement ajustée de ce que ça signifie d'être un être humain dans le monde avec d'autres êtres humains. Laissez un like si ce soir cette histoire a compté pour quelque chose, si elle vous a fait penser à quelqu'un, si elle vous a rappelé quelque chose que vous portiez et que vous n'aviez pas nommé encore. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous savez probablement qui c'est. Ces personnes-là existent dans la vie de presque tout le monde. Les gens qui portent quelque chose de lourd en silence et qui auraient besoin de savoir que d'autres ont porté des choses lourdes et que le poids peut s'alléger. Et de là où je suis ce soir, dans mon appartement du quartier Saint-Félix à Nantes, avec la photo de Martine sur le buffet et les 2 tirages d'Éric Vallon à côté, avec le souvenir d'un bébé de 6 mois qui m'a regardé de la façon dont les bébés regardent le monde quand ils commencent à comprendre qu'il est grand, à là où vous êtes vous, dans votre ville, dans votre maison, à votre heure. Je vous dis merci. Merci d'avoir été présent. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin les uns des autres. Bonne nuit.